Bien, chers collègues, nous allons débuter. Nous poursuivons ce matin nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant M. Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique SGEC, M. Sylvain Cariou-Charton, président de l'Union des réseaux congréganistes de l'enseignement catholique URCEC, et M. Christophe Chiest, son secrétaire général. Je précise que nous entendrons cet après-midi les représentants de l'enseignement privé non catholique. Il nous a semblé indispensable de consacrer une audition à l'enseignement catholique dans la mesure où 95% des élèves de l'enseignement privé sous contrat sont scolarisés dans des établissements catholiques. Comme vous le savez, messieurs, nous essayons de comprendre comment vous-même, au sein des établissements scolaires que vous représentez et de l'État, en tant qu'il est censé assurer un contrôle, veillez au bien-être des élèves et combattez toute forme de violence dont ils pourraient être victimes. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera aussi l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever à tour de rôle la main droite et à le dire « je le jure », un micro à la fois. Allez-y, monsieur Delorme. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Nos échanges prendront la forme de questions et de réponses. Je me permettrai de poser les premières questions. Je laisserai ensuite la parole aux deux rapporteurs, Madame Violette Spilbou et Monsieur Paul Vanier. Et les autres collègues qui le souhaitent pourront vous interroger ensuite. Donc, ma première question est la suivante. Quelle est la procédure et le circuit de traitement des signalements en cas de violence au sein de vos établissements? Disposez-vous d'une procédure formalisée, applicable à l'ensemble des établissements? Monsieur Delorme, allez-y. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi tout d'abord en préliminaire de penser d'abord aux personnes victimes suite aux révélations de Betaram. De nombreux témoignages affluent relatant des faits particulièrement graves, de violences physiques allant jusqu'à certains sadismes même, de violences sexuelles allant jusqu'au viol. Je veux redire ici toute notre compassion, toute notre volonté d'écouter, d'entendre la vérité, d'entendre ces victimes qui n'ont pas pu souvent s'exprimer quand elles étaient plus jeunes, de les reconnaître dans ce qu'elles ont subi, parce qu'on a trahi quelque part la promesse qu'on avait faite à ces jeunes et à leurs familles, de les aider à se construire humainement et dans toutes leurs dimensions. Et au lieu de cela, nous les avons détruits, marqués à vie par des sévices inacceptables. Donc nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que plus jamais de tels actes puissent se produire. Alors il s'agit pour nous, et je vais répondre en même temps à votre question, Madame la Présidente, en un premier temps d'évaluer ce que nous avons mis en place depuis 2018 dans notre réseau à travers le plan de protection des publics fragiles, un plan à la fois de prévention et de signalement des faits. Prévention à travers notamment le plan Boussole, qui lui est plus récent, qui permet effectivement de mesurer le climat scolaire et les insuffisances qui peuvent exister dans un établissement afin de les corriger et de mettre en œuvre des dispositifs qui remédient à ces éventuels dysfonctionnements.
Libérer la parole des enfants, on en aura sans doute l'occasion de revenir sur ce point. Et enfin, mettre en place des procédures très claires de signalement en fonction de la gravité des faits, signalements qui sont adressés soit au procureur de la République, soit à la CRIP. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'évaluer ces dispositifs afin de veiller à ce que dans les 7200 établissements, notre réseau y soit effectif, d'améliorer ces dispositifs si nécessaire, notamment en associant les associations de victimes, et enfin de mettre en place peut-être de nouvelles mesures avec tous les acteurs concernés et en tenant compte évidemment des propositions ou des recommandations plus exactement que cette commission ne manquera pas de faire. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Bonjour à tous les trois. Monsieur le secrétaire général, le 20 février dernier, sur RMC, vous avez déclaré « Je rêve que nos 7500 établissements soient contrôlés. Nous n'avons rien à cacher ». Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur cette déclaration et nous dire comment ce rêve pourrait être concrétisé d'après vous? Il me semble indispensable que nos établissements soient contrôlés. C'est la contrepartie d'une certaine liberté. Et le contrôle de l'État est parfaitement légitime et prévu par la loi Debré. Pendant des années, ils n'ont pas eu lieu, ce n'est pas notre fait, et la Cour des comptes l'a très nettement souligné en juin 2023 dans son rapport sur le financement de l'enseignement privé. Donc il me semble important que tous ces contrôles se mettent en place, c'est le cas. Dans les académies, des plans de contrôle ont été mis en place, aussi bien les contrôles financiers que les contrôles administratifs, qui, dans le contexte actuel, bien entendu, vont être étendus ou peut-être plus appuyés sur les questions de climat scolaire. Très bien, donc vous appelez au contrôle, à sa généralisation dans le respect des textes et vous appelez à ce que l'État soit à la hauteur de ses obligations. J'aimerais discuter avec vous de votre conception du contrôle et le faire sur la base d'un courrier que vous avez adressé le 29 novembre 2024 à la DAF, à la Direction des Affaires financières du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce courrier, vous indiquez notamment que, je vous cite, c'est vous, Monsieur Delorme, qui signez ce courrier, « Les établissements privés associés à l'État par contrat ne peuvent être contrôlés comme les établissements hors contrat. Ils ne peuvent pas non plus être contrôlés comme le public. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette distinction, dès lors que l'enjeu de ces contrôles est de garantir le droit des élèves et leur sécurité? Il me semble que les contrôles évoqués ne concernent pas que ces points-là. Et dans ma réponse, ou dans mon courrier, ce n'était pas principalement ce point-là qui était évoqué, mais simplement la loi Debré. On n'a fait que rappeler les éléments de la loi Debré qui font que les contrôles portent sur le contrat d'association et que la vie scolaire, et je reviendrai là-dessus, j'expliquerai bien ma pensée sur ce point-là, et que la vie scolaire est sous la responsabilité du chef d'établissement dans son organisation. Donc mes propos portaient sur simplement le respect de la loi Debré telle qu'elle est écrite. Sur la question de la vie scolaire, il ne s'agit pas de calquer l'organisation de la vie scolaire sur ce qui existe dans l'enseignement public. Nous avons une certaine liberté d'organisation. En revanche, il est parfaitement légitime et nécessaire que l'État vérifie que le climat scolaire soit effectivement un climat de sécurité, que nos maisons soient des maisons sûres, que dans nos maisons, il y ait une véritable bientraitance éducative. Donc il est parfaitement légitime que l'État contrôle, et contrôle évidemment l'environnement scolaire de ce point de vue-là, mais aussi la question des internats, qui ne rentre pas dans le champ du contrat d'association, comme vous le savez, qui n'est pas financé, mais il est parfaitement normal que l'on vérifie qu'au sein des internats, par exemple, le climat scolaire soit sûr pour les jeunes que nous accueillons.
Alors, les internats renvoient précisément à la vie scolaire, et en effet, dans ce courrier, vous indiquez le contrôle habituel tel qu'évoqué ne peut porter sur la vie scolaire, qui est par nature en dehors du secteur sous contrat. Vous avez fait référence à la loi Debré. Sur quelle base légale est-ce que vous fondez votre appréciation, vous conduisant à conclure que la vie scolaire doit échapper au contrôle des services de l'État? Je redis que, effectivement, la loi Debré porte sur le contrat d'association, porte sur le respect des programmes, la mise en œuvre des programmes, le respect des valeurs de la République, la liberté de conscience et l'accueil de tous, pour résumer très rapidement. Et donc l'organisation de la vie scolaire nous est propre et fait partie de notre liberté. Mais l'organisation de la vie scolaire ne signifie pas qu'on ne puisse pas contrôler que cette organisation n'assure pas, qu'on ne puisse pas contrôler que cette organisation assure pleinement la sécurité et le bien-être des jeunes que nous accueillons. Alors nous allons y revenir dans le détail, parce que je crois que là, vous nous dites quelque chose d'important, mais que beaucoup des écrits que vous avez signés, Monsieur Delorme, contredisent les déclarations que vous faites aujourd'hui. Mais nous allons y revenir un peu plus tard. Je voudrais juste vous interroger sur votre connaissance de l'article L442-2 du Code de l'éducation, qui rappelle les obligations générales s'imposant à tout établissement privé, notamment en matière de protection de l'enfance. Est-ce que cet article du Code rend possible, d'après vous, le contrôle par l'État de la vie scolaire? Oui, absolument. Très bien, je crois que c'est important de l'entendre de votre part, et on va revenir sur la façon dont vous considériez ce point il y a quelques semaines encore. Dans ce même courrier, je suis toujours sur ce courrier du 29 novembre 2024, ce courrier, au fond, vous échangez avec la DAF à propos du guide du contrôle des établissements privés sous contrat qui est en cours d'élaboration à l'époque. Et la DAF vous a transmis une version de travail de ce guide. Et vous en avez pris connaissance, et vous qualifiez ce guide dans ce courrier, je vous cite, Monsieur Delorme, de manuel de l'inquisiteur, et vous considérez que ce guide participe, je vous cite encore, d'un système de délation. Alors, je vous pose des questions très directes, Monsieur le Secrétaire général. Est-ce que vous considérez que les inspecteurs de l'éducation nationale sont des inquisiteurs? Et est-ce que vous considérez que le contrôle par les services de l'État participe d'un système de délation? Monsieur le rapporteur, ce que nous avons souligné par rapport à ces fiches de contrôle, c'est l'état d'esprit de ces fiches de contrôle. La Cour des comptes rappelait que les contrôles devaient être effectués de façon ordinaire et habituelle. Or, la tonalité de ces fiches semblait partir d'un postulat qu'il y avait forcément des problèmes et qu'il fallait obligatoirement déceler des dysfonctionnements dans nos établissements. Je ne pense pas que ce soit l'esprit de la loi Debré ni la façon dont il faut appréhender les choses. Et donc c'est cet état d'esprit qui figurait dans ces fiches qui donnait vraiment l'impression que c'était la prime effectivement à une forme de délation et à une forme de contrôle à charge a priori. Or je trouve que cette démarche-là n'est pas juste et n'est pas bonne, et ne permet pas en tous les cas d'aborder ces contrôles en toute sérénité. Est-ce que les inspecteurs de l'éducation nationale, qui maintenant vont se servir de ce guide pour venir inspecter les établissements privés sous contrat, sont des inquisiteurs, Monsieur Delorme? Non, ils ne sont pas des inquisiteurs, Monsieur le rapporteur. Très bien, c'est pourtant ce que vous avez écrit dans ce courrier. Alors dans ce même courrier, et peut-être en prolongement de ce que vous venez de nous indiquer, vous indiquez que tout contrôle d'un établissement privé sous contrat doit reposer, je vous cite, sur une programmation régulière, paisible et cohérente. Et vous précisez que cette programmation régulière, paisible et cohérente doit être fondée sur une, je vous cite encore, concertation avec les directions diocésaines et les chefs d'établissement. Est-ce que cette conception du contrôle doit nous conduire à penser que vous êtes opposé à toute forme de contrôle inopiné et que pour vous, tout contrôle d'un établissement privé sous contrat doit être co-organisé par les représentants de l'enseignement catholique? Les deux peuvent exister. Les deux peuvent exister, mais à partir du moment où, comme l'a rappelé la Cour des comptes, ces contrôles doivent être réguliers, il est nécessaire qu'ils s'inscrivent aussi dans une programmation jouable pour les établissements. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un établissement pourrait avoir la même année une évaluation, un contrôle DGFiP, un contrôle administratif, une visite de tutelle, un contrôle URSAF,
et être consulté dans un cadre d'un travail de la Cour des comptes? Est-ce qu'on se rend compte que l'établissement est là au service des élèves et des jeunes, que tous ces contrôles mobilisent les équipes, etc. Donc le fait d'inscrire ça dans un calendrier pluriannuel n'a rien de choquant, au contraire, et n'empêche pas qu'il puisse y avoir des contrôles surprises dans certains cas. Alors je veux rassurer nos collègues, le contrôle financier il est opéré actuellement au rythme d'une fois tous les 1500 ans. Et le contrôle administratif dans l'Académie de Nantes, par exemple, qui est une académie qui compte 50% d'établissements privés sous contrat, ces 6 dernières années, il y en a eu 1 sur 1139 établissements. Donc on ne peut pas dire que le risque de voir ces contrôles se cumuler sur une année soit particulièrement important. Alors, Monsieur Delorme, cet échange nous permet de mieux comprendre donc, votre conception du contrôle. Vous appelez à davantage de contrôles, mais à des contrôles qui seraient co-organisés par l'enseignement catholique, à des contrôles qui seraient différents de ceux qui portent sur les établissements privés, et vous considérez qu'ils peuvent entretenir une forme de climat de délation, parce que ce terme-là, vous l'avez conservé. Bon. Au fond, on peut se demander si vous n'êtes pas tout simplement opposé au principe du contrôle. Et là encore, je me fonde sur le courrier que vous avez adressé à la DAF le 29 novembre 2024. Avec ce courrier, vous transmettez vos annotations au projet de guide du contrôle des établissements privés sous contrat. Alors moi, j'ai compté pas moins de 28 demandes de suppression de points de vigilance pour les inspecteurs. C'est un nombre considérable de demandes de suppression de points de vigilance dans le contrôle. Et surtout, vous demandez la suppression de 2 fiches. Pour expliquer à nos collègues, ce guide du contrôle des établissements privés sous contrat est constitué de 8 fiches qui portent sur des aspects, des catégories de choses à observer lors du contrôle. Et vous appelez à la suppression de 2 fiches, donc d'un quart des fiches, suppression pure et simple de 2 fiches de ce guide. Ce sont les fiches 5 et 8, et elles sont particulièrement importantes, ces fiches, parce qu'elles portent la fiche 5 sur la question de la vie scolaire et la vie de l'établissement. Et donc vous proposez une suppression pure et simple de cet aspect du contrôle. Et la fiche 8, elle porte sur le respect des obligations tirées du contrat. Là encore, je vais y revenir, vous proposez la suppression pure et simple de cette fiche. Alors je voudrais qu'on rentre maintenant dans le détail de ces 2 fiches pour comprendre pourquoi est-ce que vous appelez à leur suppression complète. La fiche 5, elle conduit notamment les inspecteurs à s'assurer, par exemple, de l'affichage obligatoire de la devise républicaine dans les établissements privés sous contrat. Elle vise aussi à s'assurer de l'affichage obligatoire du numéro 119, qui est un numéro qui nous occupe beaucoup, puisque c'est le numéro que les élèves peuvent utiliser lorsqu'ils sont victimes de violences. Alors pourquoi, monsieur le secrétaire général, vouloir faire disparaître l'affiche rappelant la nécessité de veiller à l'affichage obligatoire du numéro 119 dans les établissements privés sous contrat? Cette fiche ne portait pas que sur ces points-là. Et il est bien évident que le numéro 119 doit être affiché dans tous nos établissements sans aucune limite. Encore une fois, quand il s'agit de protéger les enfants et les jeunes que nous accueillons et donner la possibilité à ces enfants et ces jeunes de signaler des faits, c'est absolument nécessaire. Donc on ne peut pas réduire cette fiche à cette question-là. Je crois l'avoir dit tout à l'heure, parce que la question de la vie scolaire telle qu'elle était présentée ne rentrait pas dans le champ du contrat et dans le champ donc du contrôle. Ceci étant dit, je pense que nous n'écririons pas forcément la même chose aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette fiche ne porte pas que sur le 119, mais elle porte aussi sur le 119. Et cette fiche, elle porte également sur une question absolument fondamentale, qui est celle des internats. Et je veux rappeler l'importance de la question des internats, parce que d'abord, c'est le lieu qui expose le plus les élèves à de potentiels agresseurs, notamment en matière de violences sexuelles. Et je veux souligner la spécificité de l'enseignement catholique. La part des élèves internes y est 2 fois supérieure à celle qu'on observe dans l'enseignement public. Et dans cette fiche numéro 5, qui doit guider les inspecteurs, il y a ce passage dont vous appelez donc à la suppression. S'il semble que les conditions morales et matérielles de l'accueil des enfants mineurs hébergés dans un internat compromettent leur sécurité, leur santé et leur moralité, une information préoccupante sur les mineurs en danger ou qui risquent de l'être doit être adressée au président du conseil départemental. Parallèlement, un signalement peut être fait au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Monsieur Delorme, en introduction, vous avez rappelé l'affaire Betaram
et le nombre des victimes à Betaram de violences physiques et de violences sexuelles. Je considère que si ce guide avait existé dans les années 90, il aurait pu permettre de détecter des violences, de prendre des mesures, et ce guide aurait peut-être sauvé la vie de dizaines, de centaines d'enfants et d'adolescents. Or, en novembre 2024, vous appelez à la suppression de cette fiche, à la suppression de ce passage qui doit conduire les inspecteurs de l'éducation nationale à une très grande vigilance en matière de violence, de vie scolaire dans les internats. Pourquoi ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Ces fiches sont destinées à un contrôle administratif dans le cadre de la loi Debré. Donc notre réponse se situe par rapport à la loi Debré. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que les choses ne sont pas du même ordre et qu'il fallait distinguer de ce contrôle. À ce moment-là, c'est un contrôle, comme l'a rappelé la Cour des comptes, dans le cadre de la loi Debré. Et on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, l'internat rentre dans ce cadre-là. En revanche, évidemment, je suis favorable à ce que des lieux d'accueil de nuit comme un internat soient contrôlés pour des raisons que vous venez d'évoquer dans le texte que vous venez de lire, mais ce n'est plus dans le cadre de la loi Debré. C'est ça qu'il faut entendre. Notre réaction, elle ne s'est située que dans le cadre de la loi Debré. Si on nous disait, au-delà de la loi Debré, il faut vérifier ça, il n'y a aucun souci. Moi, j'y suis favorable. Si votre question est, est-ce que vous êtes favorable au contrôle des internats tel que c'est décrit dans cette fiche, je dis oui. Si vous me dites, est-ce que ce contrôle s'inscrit dans la loi Debré, je dis non. C'est là qu'il y a sans doute un malentendu. Mais permettez-moi de dire que c'est du niveau du malentendu que de l'opposition. Monsieur le secrétaire général, la loi Debré s'applique et c'est heureux, mais ça n'est pas la seule loi de la République. Je vous renvoie à nouveau à l'article L442-2 du Code de l'éducation qui s'appliquait en novembre 2024 quand vous écriviez ce courrier et qui est extrêmement clair, qu'il donne prérogative au service de l'État de veiller à ce que la protection des enfants soit assurée, y compris dans le temps de la vie scolaire dans les établissements privés sous contrat. Donc là, je crois que vous introduisez un élément qui n'est pas celui de notre réflexion, celui du périmètre de la loi Debré. Ce périmètre est clair, mais la loi Debré n'est pas la seule à s'appliquer aux établissements privés sous contrat, et fort heureusement d'ailleurs. Et je crois que là, vous manifestez une volonté de résister à l'application de la loi. Vous nous dites vouloir du contrôle dans les internats, mais vous appelez dans ce courrier à la suppression de tous les passages qui y renvoient. Autre point de cette fiche numéro 5, la question des conseils de discipline. Et ils sont importants dans les établissements privés sous contrat parce que les règles qui s'appliquent aux conseils de discipline dans les établissements publics ne prévalent pas dans les établissements privés sous contrat. Et les conseils de discipline peuvent être le lieu d'une violence institutionnelle sur des élèves, conduisant par exemple à leur renvoi, sans motivation, sans justification. Et ce guide qui appelle à ce que les inspecteurs veillent au fait que les règlements intérieurs fassent apparaître, je cite, les sanctions en cas de manquement à la règle, de façon à informer les élèves et leurs familles d'une échelle de sanctions. Et donc, alors, voilà, vous enfreignez la règle, vous vous exposez à telle mesure. Et là encore, vous appelez à la suppression de ce passage qui, dès lors, ouvre la voie à l'arbitraire, à l'opacité et également à l'absence de tout recours possible pour ceux qui seraient éventuellement frappés par une décision du Conseil de discipline. Là encore, pourquoi est-ce que vous appelez à cette suppression ? Pour la même raison que la précédente. Ce qui ne veut pas dire que, en termes de Conseil de discipline, les établissements ne respectent pas la loi. Alors j'en viens maintenant à la fiche numéro 8, cette deuxième fiche dont vous appelez à la suppression. Je la résume. C'est la fiche qui, au fond, permet aux inspecteurs, en cas de manquement grave, de à la fois appliquer des sanctions aux chefs d'établissement, mais aussi d'envisager l'éventuelle rupture du contrat d'association. Ce qui est une procédure extrêmement rare, je veux le redire, parce que depuis 65 ans que la loi Debré existe, dans les 7500 établissements que connaît notre pays, il n'y a eu que 3 ruptures de contrat d'association, une dans les années 80 et 2 très récemment, frappant le lycée Averroès et le lycée Al-Kindi. Vous appelez à la suppression de cette fiche qui, donc, détaille en cas de manquement grave, les sanctions qui peuvent frapper l'établissement ou le chef d'établissement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des répétitions et qu'elle était en fait inutile par rapport à ce qui était dit dans d'autres fiches. Ça n'est pas parce que vous considéreriez qu'un contrôle ne peut pas conduire à une sanction, y compris à la rupture du contrat d'association ? Nullement.
Est-ce que, d'après vous, des situations comme celles qui ont été observées à Betaram devraient conduire à la rupture du contrat d'association? À l'époque de Betaram, à l'époque où les faits se sont produits, pas aujourd'hui. Alors, quand nous sommes rendus à Betaram avec ma collègue co-rapporteur, nous avons pris connaissance du fait que des violences sexuelles entre élèves pouvaient avoir eu lieu encore à l'année 2024. Je veux le dire pour éviter de retomber dans une description de Betaram comme renvoyant à un passé ancien révolu. Je crois que la question des violences sexuelles, c'est malheureusement une question du moment et une question qui doit nous occuper aujourd'hui et toute notre commission d'enquête. J'ai une dernière question. Elle porte sur un enjeu de prévention et un enjeu qui a été abordé à l'occasion de plusieurs de nos auditions précédentes. C'est l'enjeu de l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle, puisque cet enseignement peut aider des enfants, des adolescents victimes de violences sexuelles à les identifier, à les signaler, et donc aider à préserver des élèves. Dans les fiches 3 et 4 de ce guide du contrôle, vous appelez à systématiquement remplacer l'article L312-16 du Code de l'éducation par l'article L121-1 de ce même code. L'article L312-16, il est fondamental parce qu'il rappelle que l'enseignement obligatoire de l'éducation à la sexualité s'impose dans les établissements publics et privés sous contrat avec au moins 3 séances annuelles par niveau. Vous appelez à la suppression de cette référence et à remplacer cette référence à l'article L312-16 par celle de l'article L121-1 qui, lui, est beaucoup plus général, puisqu'il indique que les écoles, collèges et lycées assurent une éducation à la sexualité. Il n'y a plus de référence au caractère obligatoire du programme, ni de référence aux 3 séances annuelles. Pourquoi cette demande qui intervient à plusieurs reprises dans le courrier que vous adressez en novembre 2024 à la DAF? Parce qu'il nous semblait que c'était l'article qui correspondait, mais pour être très clair quand même sur votre question, premièrement, dans la majorité, l'immense majorité de nos établissements étaient déjà pratiqués ces 3 séances de 2 heures avant l'obligation du programme. Aujourd'hui, un programme a été publié, il est mis en œuvre à la rentrée prochaine, il sera appliqué dans tous nos établissements. Je vous remercie. Alors, juste avant de vous donner la parole, Madame la rapporteure, moi j'ai une question de précision. Vous dites il est normal qu'il y ait des contrôles réguliers, des contrôles prévus, et pour les contrôles surprises ou inopinés, c'est tout à fait possible dans certains cas. Vous avez dit dans certains cas. Est-ce que vous pouvez expliciter? Il me semble que les cas envisagés et qui sont envisagés aujourd'hui par le ministère, c'est quand il y a des remontées d'informations qu'on va qualifier de préoccupantes ou d'inquiétantes de différentes sources, ou que, par exemple, voilà, il signalait des faits de maltraitance. Il me semble parfaitement légitime qu'à ce moment-là, il y ait des contrôles inopinés qui soient effectués. Donc vous êtes contre le contrôle inopiné tout à fait aléatoire? Non, je ne suis pas contre en tant que tel. Je ne suis pas contre. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le secrétaire général. Merci aussi pour ces réponses extrêmement précises et directes à un questionnement qui est important au nom, et vous l'avez rappelé au début de votre intervention, du respect de la souffrance de toutes les victimes passées, actuelles encore, puisque finalement, lorsqu'on a été violenté dans son enfance, c'est une souffrance d'aujourd'hui. Nous sommes submergés avec mon collègue co-rapporteur et notre présidente de commission d'enquête de témoignages d'hommes en particulier de 65, 70, 75 ans qui aujourd'hui osent nous écrire au regard des travaux que nous menons et de la nécessité que l'ensemble des forces de l'éducation nationale, de l'État et des directions diocésaines des établissements puissent coopérer à ce que nous améliorons ensemble ce contrôle de l'État pour qu'il n'y ait plus de violence comme à Betaram et comme dans beaucoup d'autres établissements privés mais aussi publics qui nous sont signalés actuellement. Alors je vais rebondir sur les 65 ans de la loi Debré, puisque vous invoquez dans ce courrier du 29 novembre 2024 des réponses spécifiques dans le cadre de la loi Debré, et
en réponse à des questionnements sur la suppression de la fiche 5 et 8, relatifs à la vie scolaire et aux sanctions des établissements défaillants, vous exprimez votre approbation sur le fait qu'un certain nombre de contrôles ou de mesures puissent être mises en place en dehors, finalement, de ce cadre. Du coup, ma question est directe. La loi Debré, qui instaure ce contrat entre l'État et les écoles privées, vous paraît-elle aujourd'hui adaptée à la gestion des cas de violence faites aux élèves, et faut-il la faire évoluer? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de toucher à la loi Debré pour s'assurer que les violences potentielles faites aux élèves soient combattues et prévenues. Je pense, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, qu'il y a des moyens, des possibilités de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments. Et vous savez, par exemple, on parlera certainement de faits établissement tout à l'heure, mais vous voyez bien que par un décret, on va pouvoir imposer à l'ensemble de notre réseau l'utilisation de cette plateforme de signalement. On reviendra sur laquelle on reviendra certainement tout à l'heure. Donc, il est inutile, à mon avis, de modifier la loi Debré pour renforcer un certain nombre de points. Et d'ailleurs, il y a déjà eu, dans le passé, des compléments. Monsieur le rapporteur a rappelé qu'il n'y avait pas que la loi Debré, il y avait la loi tout court, évidemment. Nous sommes là pour respecter la loi et nous respectons la loi. Mais c'est qu'il y ait des éléments de réflexion pour s'assurer, en termes de prévention et de signalement, que les choses puissent se faire dans de bonnes conditions avec une efficacité réelle, est envisageable sans modifier la loi Debré. Alors nous allons poursuivre sur cette piste d'amélioration. Un établissement catholique se doit d'avoir un projet éducatif particulier, c'est son caractère propre. À votre connaissance, les établissements ont-ils inclus dans ce projet éducatif particulier les notions de protection des élèves, de prévention des risques, de formation des jeunes et des adultes et de signalement? Je ne peux pas répondre à cette question directement parce que je n'ai pas une vision d'ensemble sur les projets éducatifs. Ça sera plutôt après décliné. Je pense que ça ne sera pas forcément présent dans le projet éducatif, mais dans sa déclinaison du projet d'établissement et de voir un petit peu comment toutes ces affaires-là sont prises en compte. Ce que je peux garantir, c'est que, notamment sur les questions de bientraitance éducative, de lutte contre le harcèlement, les établissements ont vraiment mis les choses en place et ça figure dans le projet de l'établissement, même si ce n'est pas forcément écrit dans le projet éducatif. Donc ce que vous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, au niveau national, il n'y a pas une politique des projets éducatifs de chaque établissement qui pourrait être déclinée dans chaque établissement, mais vous supposez que dans chaque établissement, il y aurait l'inclusion de ces sujets de prévention et des violences auprès des enfants. D'abord, je veux souligner que chaque établissement est autonome. Et donc chaque établissement a son propre projet éducatif, même si il est autour d'un projet commun, propre à l'enseignement catholique, de son caractère propre. En revanche, ce que je peux dire, c'est que depuis 2018, nous avons mis en place un programme de protection des publics fragiles déclinable dans tous les établissements scolaires, à la fois en termes de prévention et de signalement. Et donc dans la prévention, il s'agit de comprendre ce phénomène, de veiller à ce que la parole des enfants soit vraiment entendue, libérée, et d'agir lorsqu'il y a des cas signalés. Je vous remercie. Donc ce plan déclinable dans l'ensemble des établissements, il doit être décliné par les chefs d'établissement qui en ont donc la responsabilité. Ça va nous permettre de faire un focus sur le rôle du chef d'établissement et votre relation avec ces chefs d'établissement dans l'enseignement catholique. Peut-être pouvez-vous nous préciser comment s'organise le recrutement des chefs d'établissement? Pour les chefs d'établissement qui sont recrutés depuis 2018, la mise en place de ce plan, est-ce que dans le cadrage de leur mission, ce plan, qui est le plan boussole, c'est ça, ce plan est-il formellement
indiquée dans le cadre de leur mission comme l'une des priorités et est-elle pilotée chaque année, évaluée chaque année, et de façon précise, comment ces chefs d'établissement, notamment ceux recrutés depuis 2018, sont-ils formés au recueil de la parole, au signalement et à la réalisation d'informations préoccupantes que vous avez signalées au début de votre intervention. Donc, le chef d'établissement dans notre organisation, si on veut présenter notre organisation comme une pyramide, c'est une pyramide, mais qui n'est pas une pyramide descendante comme dans l'enseignement public, mais vraiment qui est dans la base, le socle, c'est le chef d'établissement. Et c'est l'établissement. Le chef d'établissement est recruté par une tutelle, qu'elle soit congréganiste ou diocésaine. Et il reçoit une lettre de mission de cette tutelle. Et il est embauché par l'organisme de gestion, qui est la plupart des temps régi par la loi de 1901. C'est une association gérée par des bénévoles. Le chef d'établissement, dans l'immense majorité des cas, on va dire plus de 90%, est recruté parmi le corps enseignant ou parfois le personnel de vie scolaire, mais essentiellement, ce sont des enseignants qui ont pu avoir des responsabilités intermédiaires comme adjoints ou d'autres responsabilités intermédiaires au sein de l'enseignement catholique. Les chefs d'établissement reçoivent une formation qui leur délivre un titre RNCP, qui est allé sur 2 ans, une année avant la prise de fonction et une année une fois la prise de fonction faite. Et à la fin, donc, ils ont un titre qui leur est délivré. Il y a dans cette formation, qui est donc une formation reconnue, tout un volet autour de la protection des mineurs, autour du plan de protection des publics fragiles, autour des signalements, voilà. Donc il y a tout un volume, et je pourrais vous transmettre le cahier des charges, si vous voulez, de cette formation. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez être sûr que dans l'ensemble des lettres de mission de recrutement des chefs d'établissement, on va dire depuis 2018, depuis l'établissement de ce plan boussole, dans chaque lettre de mission, est-ce que ce plan boussole est mentionné et est-ce que le plan boussole et l'ensemble des formations que vous évoquez sont, à votre connaissance, dispensées systématiquement pour l'ensemble des recrutements depuis 2018 ? Alors, ce n'est pas forcément dans la lettre de mission, ça fait partie de la veille de la tutelle qui doit justement, dans sa mission d'accompagnement du chef d'établissement et dans le cadre des visites de tutelle, veiller à ce que ces plans, ces dispositifs soient bien mis en place dans les établissements. Le plan boussole est une proposition, il peut y avoir d'autres choses mises en place pour garantir la prévention et la sécurité des enfants, et de même que face aux questions de harcèlement, il peut y avoir différentes méthodes pour les régler, mais le rôle de la tutelle est de veiller à ce que le chef d'établissement ait bien mis en place ces éléments. Alors, quand on parle des chefs d'établissement, nous avons rencontré le chef d'établissement du collège Le Beau Rameau, à Bétharram, et nous avons échangé avec lui sur la façon dont il avait pu signaler les 2 faits de violence entre élèves de 2024. Et suite à cet échange, nous avons questionné dans les inspections académiques, mais aussi diocésaines, et nous avons reçu des témoignages sur l'action des chefs d'établissement aujourd'hui. Il nous est apparu de façon informelle, on va dire pour le moment, qu'aujourd'hui, un chef d'établissement dans l'enseignement privé, mais aussi public, privé, puisque c'est notre sujet de ce matin, se sent très souvent isolé par rapport à la décision qu'il devrait prendre de suspension, par exemple, ou d'éloignement d'un professeur lorsqu'un fait de violence physique, psychologique ou sexuelle lui est signalé,
que les actions qu'il met en place sont aujourd'hui extrêmement aléatoires. Vous parlez d'informations préoccupantes, vous avez signalé signalement au procureur ou signalement à la CRIP, la commission qui est sous la responsabilité des départements pour les informations préoccupantes. Et on sait qu'un certain nombre de personnels qui ne sont pas sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et donc du service public directement ne sont pas contraints de faire un article 40 systématique, mais peuvent faire une plainte au procureur. Donc, sur l'ensemble de ces signalements, ce qui nous est apparu sur le terrain, on va dire, et avec les échanges avec les professionnels, c'est que le cadrage du processus n'est absolument pas fiable, systématique, et ne permet pas de s'assurer au niveau local comme au niveau national que systématiquement, lorsqu'il y a une violence et une parole libérée, les actions sont à la hauteur de la protection de l'enfant. Par rapport à ce constat de terrain, pouvez-vous me dire au niveau national ou territorial les actions entreprises pour sécuriser ce process ? Madame la rapporteure, je soulignerai d'abord que sur le territoire, les situations sont extrêmement diverses. Et c'est ce qui me frappe, et je l'ai entendu d'ailleurs dans un témoignage d'une de ces commissions, c'est que, par exemple, les CRIP ne fonctionnent pas toutes de la même façon, que la réactivité des autorités rectorales ne sont pas toujours les mêmes, et que, suivant les territoires, notre organisation au niveau enseignement catholique peut différer. Il y a des lieux où les choses sont parfaitement en place. Je prends par exemple l'Académie de Lille, enfin le diocèse de Lille, où là, il y a eu une signature avec le procureur, il y a un processus qui est très très clair, très efficace, qui nous garantit que, a priori, les choses remontent bien. A priori, parce qu'on dépend toujours d'une personne, c'est-à-dire quand même du chef d'établissement. Mais je veux dire, c'est tellement bien mis en place qu'on voit que ça porte ses fruits. Et il y a d'autres territoires où les dispositifs sont sans doute moins clairs, ou moins bien compris, ou moins bien suivis. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un besoin, mais pas seulement d'enseignement catholique, l'enseignement catholique doit prendre sa part, mais un besoin d'unifier, de clarifier les processus. Quant à la solitude du chef d'établissement, je rappelle que d'une part, s'il s'agit d'un signalement concernant un salarié, par exemple, de droit privé, il a l'OGEC comme soutien, et s'il s'agit d'un enseignant, il doit se tourner obligatoirement vers l'autorité académique. Alors concernant ces mesures et l'organisation de ces mesures au niveau national et sous votre responsabilité, je vais faire le lien avec le rapport de la SIAZ et l'ensemble des recommandations qui ont été émises par ce rapport en 2021. La conférence des évêques de France, suite à ce rapport, a décidé de mettre en place un certain nombre d'actions correctives dans le domaine de l'écoute de victimes, de l'accompagnement de la prévention, des suites judiciaires et de l'accompagnement psychologique. Suite à ces travaux de la conférence des évêques, il y a eu à nouveau en mars 2025, juste avant l'assemblée plénière de printemps des évêques à Lourdes, un point d'étape pour évaluer les mesures mises en œuvre depuis ce rapport, avec 300 participants issus des 9 groupes de travail. Donc on le voit, la conférence des évêques de France, dès la publication des rapports, a pris les choses en main, si je puis dire, pour faire en sorte de changer un certain nombre de processus. Et donc, au niveau du SGEC, est-ce que le rapport de la SIAZ a été, vous parlez beaucoup de 2018, le plan boussole, un moment de changement de processus, de préoccupation pour une meilleure protection des enfants, et quelles ont été précisément les actions ou le plan d'action entrepris par le SGEC à ce moment-là? J'étais présent à Lourdes, et j'en reviens. Donc, pour vous dire que j'étais présent aussi au moment de la publication de ce rapport, et dès le soir même de la publication de ce rapport, j'ai envoyé un communiqué à l'ensemble des communautés éducatives de l'enseignement catholique, exprimant d'abord mon effroi et une demande de pardon par rapport aux victimes, mais aussi en rappelant qu'il était nécessaire que nous nous saisissions des recommandations de la SIAZ du rapport de Jean-Marc Sauvé. Dès lors, d'une part, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Conférence des évêques de France. J'ai moi-même participé à toutes les assemblées qui traitaient de ce sujet-là, et mon adjointe est membre du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie dans l'Église. Nous avons donc
travaillé avec l'ensemble des directeurs diocésains ces questions. Madame de Reims-Vaucresson, présidente de l'INIR, est venue travailler avec l'ensemble des directeurs diocésains. Nous avons, localement, les directeurs diocésains ont travaillé avec chaque diocèse et ont donc participé à l'élaboration d'un certain nombre de chartes de bientraitance, d'éducatif, de signalement, des règles qui ont été mises en place dans chaque diocèse. Ils sont associés, quand ils n'ont pas pu le faire d'une façon autonome, à la convention avec le procureur de la République pour faciliter le traitement des affaires. Donc, suivant la taille des diocèses, il y a eu soit des conventions signées directement enseignement catholique, procureur, soit on s'appuie sur la convention signée par le diocèse et le procureur de la République. Et nous avons fait évoluer notre plan de protection des publics fragiles pour justement porter une attention encore plus grande aux questions d'atteinte sexuelle, d'agression sexuelle et de viol éventuellement. Merci. Nous serons preneurs d'ailleurs de l'ensemble de ces documents de plans d'action et de conventions mises en place au niveau du SGEC, parce qu'effectivement, sur nos visites sur place, nous avons pu, par exemple, obtenir à Pau la convention entre le procureur et l'évêque, mais effectivement, sur l'enseignement catholique, avoir des précisions sur la formalisation de ces plans d'action nous semble extrêmement important, parce que nous avons surtout des échanges entre le SGEC et l'éducation nationale sur le guide de contrôle. Mais aujourd'hui, ce qu'il est important pour nous de factualiser dans cette commission d'enquête, c'est aussi la réalité et l'étendue des nouveaux process qui sont mis en place pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, comme on a pu les connaître par le passé. Je vais revenir sur deux questions assez précises dans le prolongement de ce qu'a vous a demandé Paul Vanier. On a parlé du sujet des inspections, et dans la lettre du 29 novembre, à un moment sur votre inquiétude d'uniformisation des inspections du public vers le privé, vous avez évoqué le défaut d'inculturation de l'enseignement privé à l'enseignement privé chez les inspecteurs de l'éducation nationale, en vous inquiétant dans ce guide d'un certain nombre d'imprécisions, de mentions de directeurs plutôt que de chefs d'établissement, de non-reconnaissance des chefs d'établissement adjoints. Donc vous avez certainement à juste titre du point de vue de l'enseignement catholique, critiquer une méconnaissance des inspecteurs de l'éducation nationale qui donc pourrait mettre à mal la qualité des contrôles qu'ils feraient dans le nouveau plan de contrôle. Ma question est donc liée au délai depuis le 29 novembre 2024 entre ce courrier dont vous vous inquiétez de l'inculturation et aujourd'hui, on est 6 mois après. Est-ce que vous avez fait des propositions à l'éducation nationale pour former les inspecteurs aux spécificités de l'enseignement catholique? Est-ce que ces propositions ont été étudiées par le ministère de l'Éducation nationale? Où en êtes-vous sur les progrès de votre point de vue pour que les inspecteurs soient efficaces lors des inspections dans l'enseignement privé? On peut s'appuyer sur l'expérience de l'évaluation de l'école. Lorsque les évaluations, le conseil d'évaluation de l'école a mis en place le processus d'évaluation pour l'enseignement privé, nous avons travaillé en amont pendant 1 an pour que, justement, les évaluateurs comprennent notre fonctionnement, connaissent la loi Debré, connaissent nos droits et nos devoirs. Et donc, nous avons, par exemple, mis en place, proposé des petits modules avec, pas que nous, l'ensemble des représentants des réseaux privés, ça a permis aux évaluateurs d'être formés, entre guillemets, sur les questions particulières concernant l'enseignement privé sous contrat. Nous observons effectivement que bien souvent, aujourd'hui, il y a une méconnaissance de nos fonctionnements, de nos espaces de liberté, de nos droits et devoirs. Et donc, il est nécessaire que ces contrôleurs nous connaissent. Le ministère de l'Éducation nationale en a bien conscience et m'a dit qu'il mettait en place une formation pour que les contrôles se passent bien et qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'on a eu plusieurs cas déjà signalés qui sont réels
un contrôle qui a eu lieu dans un établissement du premier degré, où le contrôleur contrôlait comme s'il s'agissait d'un établissement public. Et il lui dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et le lendemain, cette même personne est revenue en disant, en fait, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit. Donc ce n'était pas de l'opposition de la part de cette personne, mais simplement une méconnaissance de notre fonctionnement. Alors, j'ai bien compris, c'est exactement ce que vous expliquez dans votre lettre du 29 novembre. Ma question était plus précise. Depuis le 29 novembre, est-ce que vous avez proposé de nouveaux modules de formation des inspecteurs ou de sensibilisation ou non? Est-ce que le ministère a été réceptif ou non? Et qu'est-ce que concrètement ça donne aujourd'hui? Nous l'avons proposé, le ministère nous a dit qu'ils s'en occupaient eux-mêmes. Eux-mêmes. Est-ce que vous avez des échanges écrits à ce sujet? Non, c'est des échanges oraux. On peut donc considérer que depuis le 29 novembre, ce point n'a pas été traité. Peut-être que si, mais je n'en sais rien. Merci. Nous questionnerons le ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet. Enfin, deux dernières questions. L'une qui concerne la gouvernance de l'enseignement catholique et le lien entre les appels et les OGEC. Alors, dans les auditions précédentes et dans nos rencontres sur place, on a compris que très souvent, ça dépend selon les régions, mais très souvent, un même couple marié ou vivant ensemble dans la vie privée, était membre, pour l'un, de l'APEL, l'association des parents d'élèves, représentant les parents susceptibles de se plaindre d'un comportement d'un enseignant envers son enfant ou envers des enfants est signalé au sein de l'association de parents d'élèves. Et l'autre membre du couple est membre de l'OGEC, du même établissement, OGEC qui, lui, a la responsabilité de recruter le personnel enseignant. Cela pose des questions à la fois en termes de liberté de parole. Oui, je vois notre collègue député qui avait soulevé cette question. Cela pose des questions quant à la liberté de parole en cas de violence et quant aux suites éventuelles données sur l'enseignant. Il nous a été répondu dans l'audition avec la présidente nationale des appels que, bien entendu, c'était une situation à ses yeux, c'est une nouvelle présidente, qui n'était pas normale et pas souhaitable, et que pour avoir une gouvernance saine, ne pas avoir de conflit d'intérêts qui interviendrait très certainement avec un rôle négatif dans l'omerta que l'on reproche à des situations passées encore aujourd'hui présentes, qu'il serait souhaitable qu'il n'y ait plus de lien et qu'on s'assure qu'un même couple, des mêmes intérêts, ne soit pas représenté entre l'APEL et l'OGEC d'un même établissement. Quelles sont vos réactions par rapport à ce constat? Alors, juste une petite précision, l'OGEC ne recrute pas les enseignants. L'OGEC n'intervient absolument pas dans le recrutement des enseignants, uniquement des personnes de droit privé. Non, mais je voulais préciser ça parce que c'est important. Cette situation, je sais, pour avoir entendu l'audition et Madame la députée signalée de Bretagne, si mes souvenirs sont bons, n'est pas courante en réalité. Elle n'est pas courante, elle n'est pas souhaitable et elle n'est pas conforme au statut ni des OGEC ni des appels. Alors, j'entends que vous répondez que ce n'est pas souhaitable. Ça fait réagir mes collègues qui ont des exemples dans leur territoire, je pense, et donc on va leur laisser la place ensuite au questionnement. Par contre, vous dites que ce n'est pas conforme au statut des OGEC. Alors, ce n'a pas été aussi précis dans les réponses précédentes. Donc, vous nous expliquez que dans les statuts des OGEC, il est donc interdit qu'un couple soit... Enfin, comment s'est formalisée cette conformité ou cette non-conformité ? Je dis qu'en principe, effectivement, je dis en principe, parce que là encore, il y a une certaine liberté qui existe pour chaque OGEC, pour chaque établissement. En principe, c'est quelque chose qui a été très fortement souligné au niveau des instances nationales, FNOGEC et APEL. Ça ne veut pas dire que ce soit toujours suivi des faits, mais ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes, parce qu'effectivement, ça peut entraîner des conflits d'intérêts qui ne sont pas souhaitables. Et du coup, est-ce que ce point de potentiel conflit d'intérêts dans la gouvernance locale des établissements est suivi au niveau du SGEC, au niveau national? Est-ce que vous en avez un reflet, une évaluation en termes de nombre d'établissements concernés, puisque vous me dites que ça concerne peu d'établissements, et de quelle façon est fait ce suivi?
Ce n'est pas au SGEC que cela reviendrait, mais plutôt à la FNOGEC et à l'APEL. C'est-à-dire à la Fédération nationale des OGEC, à l'APEL, et en déclinant localement aux responsables locaux de vérifier ça. Parce qu'on n'est pas au niveau national chargé du suivi local. Donc il y a des UDOGEC, il y a des appels départementaux, etc. Donc c'est à eux de suivre, dans le cadre des conseils d'administration dans lesquels ils sont membres de droit, qu'il n'y a pas cette situation de conflit d'intérêts. Pourtant, vous nous expliquez en début de cette audition votre volonté de réellement faire en sorte que tous les moyens soient mis en œuvre donc par la politique nationale, on va dire la politique dans le bon sens du terme, la politique nationale, que tous les moyens soient mis au sein des établissements privés catholiques pour que les violences n'aient plus lieu et qu'il y ait une libération de la parole. Vous constatez comme nous que ce sujet de conflit d'intérêts local peut être une entrave à cette libération de la parole. Mais vous nous dites que ce n'est pas de votre responsabilité de surveiller ce point. Donc ma question, est-ce que, au regard des révélations récentes, de l'importance des faits, est-ce que vous avez décidé de vous préoccuper de ce point, ou est-ce que vous considérez qu'il ne vous concernait pas et qu'il concerne les appels et les OGEC au niveau national? Ce qui est de ma responsabilité, c'est d'être en relation et de veiller au niveau de la FNOGEC et de l'appel national, que cette question est traitée. Quand je dis que ce n'est pas de ma responsabilité, ce n'est pas à moi de traiter directement cette question, parce que vous avez affaire à des associations autonomes, et on respecte le droit là-dessus. En revanche, il est de ma responsabilité, et je l'exerce pleinement, d'avertir, d'alerter et de vérifier que les choses bougent au niveau de l'appel national, même si c'est une association indépendante, et de la FNOGEC, qui, elle, a un lien plus important avec le secrétariat général. Et donc, vous pourriez mettre à notre disposition les échanges entre le SGEC et la FNOGEC sur ce point en particulier de la gouvernance appel au GEC? On n'a pas non plus, là, je n'ai pas d'écrit particulier, hein, c'est des personnes, ces échanges-là, ils peuvent se faire dans le cadre de nos instances nationales qui permettent effectivement ce dialogue avec tous les acteurs de l'enseignement catholique pour cette question, par exemple, de la bientraitance éducative, de la lutte contre la violence. C'est une question qu'on aborde dans le cadre de nos instances nationales, que ce soit le Comité national de l'enseignement catholique, où tous les acteurs de l'enseignement catholique sont rassemblés, un peu notre Parlement, si vous voulez bien, en quelque sorte. Et puis, vous avez aussi la commission permanente qui se réunit tous les mois et qui traite ce type de sujet. Secrétaire général, une réaction. Mon sentiment, c'est que une forme de, on ne sait pas où est la responsabilité. La vôtre, l'appel, les OGEC, la conférence des évêques de France, que beaucoup reposent sur de l'informel, des échanges oraux, pas d'écrits, que vous siégez dans beaucoup de comités et dans beaucoup de réunions, vous participez à beaucoup de réunions, mais on peine à comprendre exactement les actions concrètes que vous avez engagées après le rapport de la SIAS, par exemple, et dans le contexte très particulier de ces révélations et de ces collectifs de victimes qui se forment et qui prennent la parole pour dénoncer des faits extrêmement graves. Donc la question, peut-être, pouvez-vous nous dire ce que, comme secrétaire général de l'enseignement catholique, vous avez engagé comme action auprès des établissements privés qui relèvent de votre réseau afin de combattre ces violences? Monsieur le rapporteur, j'ai du mal m'exprimer. Effectivement, on a mis en place, au secrétaire général, nous avons une personne à 4/5 de temps qui ne s'occupe que de ces questions-là. Nous avons mis en place tout un ensemble de formations qui se déploient sur le territoire avec des correspondants ou des chargés particulièrement de la mise en œuvre du plan de protection de publics fragiles. Nous avons produit un certain nombre de documents pour accompagner tout ça. Donc, je veux dire, l'action du secrétaire général, elle est claire. Et les responsabilités sont claires et parfaitement définies. Donc, si vous voulez, à ma place de secrétaire général, par exemple, le poste dont je vous parle, c'est un poste que nous avons créé assez récemment, parce que ça correspondait à un vrai besoin sur le territoire. Et donc nous accompagnons les diocèses qui eux-mêmes accompagnent les chefs d'établissement, parce que c'est de leur responsabilité, nous sommes un principe de subsidiarité,
Mais moi, dans ma responsabilité est très claire et parfaitement définie. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre d'actions que je viens de vous décrire et qui sont des actions qui permettent un suivi, un accompagnement des référents 3PF, des situations. Et plus largement, au-delà de ça, nous pouvons avoir aussi des interventions indirectes, mais quand même directes, lorsqu'il y a des faits graves. D'une part, par une sollicitation des directeurs diocésains ou des établissements parfois directement, mais ça passe en général par les directeurs diocésains, sur des faits graves où ils nous appellent à un conseil juridique et où on peut vérifier que les actions mises en œuvre respectent la loi et protègent réellement les jeunes. Ou alors, il nous arrive aussi parfois qu'on soit alerté directement par des courriers auxquels on répondra toujours, où là aussi, nous vérifions que ce qui a été entrepris protège les enfants et les jeunes. Merci. Alors, vous avez évoqué, juste une précision pour nos collègues aussi et pour nous, vous avez évoqué plusieurs fois le plan Boussole 2018 et le plan de protection des publics fragiles. C'est le même plan? C'est deux plans différents? C'est un ensemble. Le plan Boussole est à l'intérieur du plan de protection des publics fragiles. Et donc les deux datent de 2018 à peu près? Le plan Boussole est plus récent. On a commencé en 2018 à établir un plan de protection des publics fragiles que nous avons fait évoluer après le rapport de la SIAZ et que nous avons encore fait évoluer suite à toutes les questions autour du harcèlement et notamment la loi de lutte contre le harcèlement. Oui, merci de ces précisions. C'est important aussi pour voir l'évolution. Justement, on parle beaucoup de l'action, puisque cette commission d'enquête elle a pour but de faire la lumière sur des dysfonctionnements passés du contrôle de l'État sur les établissements publics et privés, mais aussi de susciter, bien sûr, des réactions et des plans d'action et de la responsabilisation, puisque l'on voit qu'au niveau national, il y a énormément de progrès à faire là-dessus. Depuis 15 jours, on le constate. Dans le plan et la responsabilité que vous évoquez de l'enseignement catholique, je souhaiterais vous interroger sur le sujet des moyens en infirmiers scolaires et médecins scolaires. C'est une problématique dans le public. C'est, semble-t-il aussi, une problématique dans le privé, puisque nous avons eu la surprise d'entendre que, par exemple, sur un établissement comme le Beau-Ramon, anciennement Bétaram, 500 élèves, il n'y avait pas d'infirmiers scolaires, pas de médecins scolaires, et à la direction diocésaine, on nous a indiqué qu'il y avait un psychologue scolaire à disposition de la direction diocésaine qui pouvait être contacté sur demande de l'établissement. Et lorsque nous avons eu des échanges dans l'établissement, il nous a semblé que ce point était pas très important. C'est-à-dire que oui, on peut l'appeler quand on en a besoin, mais dans la situation actuelle de cet établissement qui a 500 élèves, de la réputation de cet établissement très entaché par le passé et par les révélations actuelles, dans la pression médiatique autour de cet établissement, il nous a semblé, sur place, qu'à la fois le chef d'établissement et les personnels, comme les collégiens, on sait que l'âge de l'adolescence est un âge où généralement le psychologue est en appui très souvent à des moments de questionnement, il n'y avait pas une prise de conscience de la direction diocésaine suffisante sur l'accompagnement psychologique de cette situation particulière qui est peut-être une des plus extrêmes aujourd'hui. Et donc ça nous interroge sur la façon dont ces moyens sont organisés et éventuellement renforcés sur l'ensemble des établissements français de l'enseignement catholique. La Cour des comptes a rappelé que la question de la médecine scolaire, au sens très large, était une vraie question et que malheureusement l'enseignement privé ne pouvait pas en bénéficier ou en bénéficier extrêmement peu parce que déjà il y a une pénurie dans le public énorme, ce qui pose de réels problèmes d'ailleurs pour un certain nombre des jeunes que nous accueillons qui sont à besoin éducatif particulier et qui n'obtiennent pas, et j'ai encore reçu un courrier récemment d'une famille, qui n'obtiennent pas les autorisations nécessaires, notamment pour avoir un tiers-temps et autres. Compte tenu du fait qu'en principe, nous avons accès à la médecine scolaire du public, le forfait ne prend pas en compte le coût de cette médecine scolaire. Donc nous n'avons aucun financement aujourd'hui, qui permettrait d'embaucher des psychologues, des infirmières ou des médecins scolaires. Et seuls les gros établissements
peuvent le faire parce que, en fait, ce sont les familles qui le font, qui le financent. Il n'y a que ça qui permet, c'est par la contribution des familles qu'on peut financer ce type de personnel qui, je partage avec vous le sentiment, est précieux et indispensable. Malheureusement, là, il y a une question de moyens. Je suis un peu surprise par votre réponse parce que je vous pose une question finalement qui est au cœur. C'est l'accompagnement psychologique, et on sait que les psychologues, les infirmiers, les médecins sont formés au recueil de la parole. L'accompagnement psychologique de victimes dans une situation de crise aujourd'hui pour l'enseignement catholique en particulier, et qui révèle d'autres violences, y compris dans les établissements publics. Et votre réponse est surtout sur les moyens. J'ai envie de vous dire, c'est comme quand on est en crise dans d'autres domaines. À un moment, on réorganise les choses. Enfin, naturellement, si on a une crise dans une institution publique, dans un établissement, dans une entreprise, s'il y a une gestion de crise, on met en place des moyens de crise. Et donc, est-ce que, suite à toutes ces révélations, on va dire depuis un an, votre réponse, c'est « nous n'avons pas les moyens aujourd'hui donnés par l'État et donc c'est uniquement les familles », ou avez-vous envisagé d'avoir des actions particulières sur le suivi psychologique et la mise à disposition de moyens d'écoute pour les établissements sous votre responsabilité? J'ai peut-être mal compris votre question, vous m'excuserez, Madame la rapporteure. S'il s'agit de moyens ordinaires ou de situations exceptionnelles, ce n'est pas la même chose. Sur cette situation exceptionnelle, il faut effectivement s'assurer que le recueil de la parole est possible par des professionnels. Entre autres, pas que, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas forcément que des professionnels qui vont permettre de recueillir la parole. Donc, un certain nombre de directions de Cézanne, pas toutes, parce que toutes n'ont pas les mêmes moyens, hein, il y a des tailles différentes, ont des services de psychologues à la disposition des établissements. Et ça fonctionne très bien. D'autres n'ont pas les moyens, mais nous savons aussi que dans ce cas-là, on peut solliciter l'aide des rectorats qui ne rechignent jamais, dans des situations de crise, à mettre à disposition leur personnel pour accompagner les élèves et recueillir la parole. Donc, par rapport à la situation actuelle, concernant les établissements touchés par ces terribles révélations, on peut tout à fait envisager, et il faut envisager, une écoute plus grande pour que les élèves, les personnels puissent se confier. Je vous remercie. Avant de passer la parole aux collègues députés dans la salle, j'ai une question à vous poser sur les chefs d'établissement. Je pense que ce sont des personnels clés dans les établissements. Or, je comprends que les enseignants sont sous autorité académique et je connais la formation des enseignants dans les établissements privés. Mais par contre, j'aimerais que vous nous éclairiez sur les chefs d'établissement. Vous dites, ils ont une formation, ils ont ensuite un titre RNCP et ils sont sous la veille de la tutelle avec des visites de la tutelle. Est-ce que, comme pour les chefs d'établissement des établissements publics, il y a une formation théorique et une formation pratique, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en stage dans les établissements avec la tutelle d'un autre chef d'établissement qui est déjà formé? Première question. Deuxième question, est-ce que ces chefs d'établissement ont des évaluations et ont des contrôles de la tutelle? Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils ont une fiche, par exemple, une évaluation où on dit, ben voilà, il faut vous former sur tel sujet, et donc où vous reformez au bout de 10 ans sur notamment les sujets de violence dans les établissements, voilà, comment concrètement ça se passe? Autant dans le public, je sais ce que c'est qu'un chef d'établissement, autant dans le système des établissements privés, et on peut aussi entendre pour les congrégations, comment ça se passe? Oui, dans le cursus de formation, ils ont un stage dans un autre établissement. Oui, ils sont évalués tous les 3 ans. Ils ont une évaluation triennale réalisée par l'autorité de tutelle qui va évaluer leur action par rapport à l'aide de mission. Et
éventuellement inciter à telle ou telle formation, même si les chefs d'établissement et la formation continue des chefs d'établissement se fait très régulièrement et d'une façon très importante dans notre réseau. Ce que vous appelez l'autorité de tutelle, c'est le diocèse. C'est soit le diocèse quand c'est une tutelle diocésaine, soit une congrégation quand c'est une tutelle congréganiste. D'accord. Et donc l'autorité de tutelle, quand il y a des évaluations, le chef d'établissement, est-ce que, par exemple, vous pouvez nous donner des exemples de chefs d'établissement qui ont de mauvaises évaluations parce que, alors je vais prendre un exemple simple, parce qu'il ne dispense pas dans son établissement des 3 séances d'éducation à la vie relationnelle et affective? Ça peut faire partie de l'évaluation, puisqu'il est tenu de veiller à ce que les programmes soient appliqués dans les règles du public. Donc ça peut faire partie de l'évaluation. Mais c'est un ensemble, ça peut être un ensemble. Il peut y avoir le climat scolaire, il peut y avoir les relations avec la famille, il peut y avoir les relations avec les enseignants, le personnel. Enfin, c'est un tout, cette évaluation. Et est-ce qu'il y a des fiches d'évaluation? Elles sont propres à chaque évaluateur. Mais rien n'est normé là-dessus. C'est la tutelle qui définit les critères d'évaluation. Donc il n'y a pas d'évaluation type dans tous les établissements privés et d'évaluation surtout des chefs d'établissement qui seraient formalisés? Non. Très bien, je vous remercie. Nous passons maintenant aux questions des collègues. Monsieur Chudeau, pour la première question, on va poser 3 et ensuite on vous donnera la parole pour les réponses. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le co-rapporteur, Monsieur le Secrétaire Général. Ma question va porter sur le contrôle exercé par l'État sur les établissements catholiques. Lorsque l'État concède une mission de service public, il a le devoir de contrôler et d'évaluer l'exécution de la mission. Nous sommes d'accord. Pouvez-vous nous dire combien d'évaluations ont eu lieu à peu près tous les ans depuis, mettons, 5-10 ans dans les établissements de votre réseau, de manière à ce que nous puissions vérifier l'intensité du contrôle de l'État sur l'enseignement catholique? Merci. Madame Messmer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je saisis la question des OGEC pour pouvoir la préciser. J'avais expliqué du coup que les OGEC pouvaient représenter un conflit d'intérêt entre donc 2 membres d'un même couple qui pouvaient à la fois faire partie de l'appel et à la fois faire partie de l'OGEC. Donc je voulais préciser ça. L'OGEC, du coup, organisme de gestion de l'enseignement catholique, est responsable de la gestion économique, financière et sociale de l'établissement et il constitue surtout les supports juridiques, économiques et financiers des établissements catholiques d'enseignement. Donc ce que je veux préciser ici, et ce que je veux emmener comme discussion, est-ce que le conflit d'intérêt ne se résume pas, à mon avis, au simple fait qu'il y ait des couples qui puissent être investis dans un OGEC et un appel? Parce que par exemple, si un parent de non-membre de l'OGEC signale des violences sur son enfant à un membre de l'OGEC qui lui-même a la charge du support juridique de l'établissement, lui donne sa personnalité morale, l'engage même la personnalité morale, entretient des relations avec les tiers, c'est-à-dire avec les autorités administratives et les collectivités, tout en étant lui-même sous la responsabilité du chef d'établissement. Est-ce que dans ce cas-là, on est certain, dans ce fonctionnement, que l'intérêt qui est recherché en permanence est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intérêt moral de l'institution que le membre de l'OGEC représente? Je vous remercie. Nous passons à la 3e question. Madame Melchior. Merci Madame la Présidente. Je suis députée de la 5e circonscription du Finistère et donc où se trouvait le collège Saint-Pierre du Relecq-Quirion qui a été rebaptisé depuis. Donc j'ai, comme à chaque fois que je prends la parole, une pensée bien sûr pour les plus de 120 victimes de cet établissement qui ont vécu une violence qui disent institutionnalisée, qui reposait sur une équipe d'enseignants et d'encadrants recrutés par l'abbé qui était directeur de l'établissement. Aussi, je souhaiterais savoir quel rôle a eu et pourrait avoir le SGEC ou l'URSEC dans le recrutement et la formation des enseignants en général, et aussi des catéchistes, dont on a peu parlé. Je sais que pour les concours du 1er degré, il y a un entretien d'admission dans l'enseignement privé. Par qui est-il réalisé et sur quels critères se passent les recrutements? Merci. Bien, on va s'arrêter pour les premières questions. On vous écoute. Monsieur le député Chudeau, alors il faudrait distinguer évaluation et contrôle. Des évaluations, depuis que le système d'évaluation a été mis en place, il y en a eu
je n'ai pas le chiffre exact, mais en tous les cas, c'est bien mis en place et en tous les cas, les objectifs du Conseil d'évaluation de l'école sont atteints, au moins pour le second degré, pour le premier degré, dans le public comme dans le privé, c'est un peu plus compliqué. Sur les contrôles eux-mêmes, monsieur le rapporteur l'a dit, il y a eu très peu de contrôles d'établissement ces dernières années. Je n'ai pas non plus de chiffre global puisque je ne suis pas toujours informé des contrôles. Ce chiffre est disponible sans doute au ministère de l'Éducation nationale. En ce qui concerne votre question, Madame la députée Esmer, je crois que vous donnez un rôle à l'OGEC qui n'est pas vraiment celui de la réalité. C'est le chef d'établissement qui, en fait, a délégation. Excusez-moi, j'ai du mal à parler dans le micro et à vous regarder en même temps, excusez-moi. Qui a délégation pour faire vivre l'établissement. Et donc, c'est vraiment le chef d'établissement qui est au cœur du système. Après, on peut toujours avoir des tentations de protéger une institution plutôt que la personne. Je le dis avec force, mais une force qui est sincère et qui n'est pas... C'est que plus jamais, parce que ça a souvent été le drame dans notre institution comme dans d'autres, celui de vouloir protéger une institution plutôt qu'une personne. Donc en tous les cas, je pense que tous les acteurs de l'enseignement catholique, à mon niveau, au niveau de la FNOGEC, au niveau des appels, au niveau des organisations professionnelles de chefs d'établissement, des syndicats de maîtres, de tous les acteurs de l'enseignement catholique, en tous les cas, on a vraiment, aujourd'hui, je pense, comme toute la société, changé de registre là-dessus. Et c'est absolument indispensable. Plus jamais, il faut privilégier une institution plutôt qu'une personne. La personne doit toujours être protégée. Et celui qui ne le ferait pas doit être sanctionné. Votre question, Madame la députée, sur la formation, sur le recrutement, je vais commencer par la fin de votre question, sur les intervenants, on va dire, en catéchèse ou autres, les intervenants, c'est la question souvent des bénévoles. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette question peut-être autour de la question du casier judiciaire et du comportement de ces bénévoles. Ce recrutement appartient, les bénévoles, au chef d'établissement. Et lorsqu'il y a un adjoint en pastoral scolaire, ce recrutement se fait avec l'autorisation de la tutelle. En ce qui concerne les enseignants, la formation des enseignants de l'enseignement catholique est semblable à celle du public. Ils passent un concours équivalent, même si c'est le CAFEP et le CAPES pour certains. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle le préaccord collégial qui vérifie l'adéquation entre la volonté de la personne d'enseigner l'enseignement catholique et le projet de l'enseignement catholique. On ne demande pas évidemment qu'il soit chrétien, etc., mais est-ce qu'il va bien se sentir dans notre projet éducatif particulier? Ce n'est pas le préaccord quelque chose qui peut vérifier les aptitudes éducatives et pédagogiques, qui, elles, sont plutôt du ressort de l'inspecteur. J'espère avoir répondu aux questions. Je vous remercie. Nous passons aux questions suivantes. Donc, nous avons Madame Erwan Léotet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Delorme, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais revenir, vous l'avez évoqué assez brièvement, les signalements au CRIP, dont vous avez évoqué la diversité de gestion au sein des différents territoires. Je voudrais savoir si vous avez, vous, une procédure qui vous permet de faire remonter l'ensemble des signalements qui sont faits au CRIP par vos établissements. Quel est le nombre de ces signalements dont vous avez connaissance ces 10 dernières années? Quelle est l'évolution? Comment tout ça se joue et quel regard vous pouvez porter? Parce que pour que justice soit rendue aux victimes, il faut que leurs paroles puissent être libérées, puissent être entendues, puissent être reconnues. Et que l'ensemble de ce qui pèse et qui constitue cette omerta qui ne leur permet pas de libérer la parole, il faut qu'on arrive collectivement, ici et ailleurs, à faire lever cette chape de plomb qui pèse. Et pour ça, il faut en parler. Et pour en parler, il faut qu'il y ait des procédures, il faut qu'il y ait de l'information au-delà de la formation aux enseignants. Donc, quelles mesures comptez-vous ou avez-vous déjà mises en place sur ce sujet? Et puis, je voulais vous interroger sur la manière dont vous percevez, vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais je voudrais revenir quand même sur ce programme d'éducation à la vie affectuelle, relationnelle et sexuelle, parce que, vous le savez,
il y a un certain nombre d'associations qui militent contre, dont on dit qu'elles sont proches du milieu catholique. Et donc, quel message vous auriez à leur faire passer aujourd'hui? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Bagné. Oui, messieurs, je voudrais vous interroger sur un fait pratique qui m'est arrivé il y a quelques années. Moi, j'étais professeure du second degré dans le public, et une directrice d'école, une connaissance qui était aussi dans le public, me confiait ses craintes, il y a moins de 10 ans, je pense, parce qu'elle avait eu un personnel muté dans son établissement. Elle craignait qu'il se passe quelque chose avec les élèves. Visiblement, le professeur avait un dossier très lourd et continuait d'enseigner. Elle gardait la porte ouverte et surveillait de près ce professeur qui, semble-t-il, disait-elle, avait le bras long et avait pu être muté pour éviter, évidemment, d'être licencié. C'était dans le public. Est-ce que dans le privé, il y a pu avoir aussi des déplacements de personnel, cette politique en fait de protection des personnes, mais alors là du coup de professeurs impliqués, et comment est-ce qu'on peut remédier aujourd'hui à ça, c'est-à-dire licencier les personnes qui ont un dossier pour que vraiment les choses soient très claires? Je vous remercie. Une dernière question pour cette série, Monsieur Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Secrétaire Général pour vos réponses. Moi, j'aurais une question sur l'organisation territoriale et administrative de l'enseignement catholique, parce qu'on se rend compte dans des questions, certaines questions, qu'il y a une vision un peu centralisatrice, jacobine, on va dire, étatiste de l'éducation, et vous invoquez en réponse que vous avez une organisation fondée sur le principe de subsidiarité qui est plus ascendante que descendante, ce qui peut créer sans aucun doute des incompréhensions. Ceci dit, est-ce que vous avez une réflexion sur votre organisation territoriale et administrative fondée justement sur le principe de subsidiarité qui empêcherait l'information de remonter et effectivement qu'il y ait non pas une chape de plomb générale, mais qui se fasse établissement par établissement ou alors diocèse par diocèse? Est-ce qu'il y a une réflexion sur votre organisation territoriale pour améliorer effectivement le traitement de l'information? Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Secrétaire Général, allez-y. Madame la députée, par rapport à votre première question, sur l'information, la formation, la remontée des informations, les statistiques, je n'ai pas de statistiques à vous donner. Soyons très clairs, aujourd'hui, nous n'avons pas ni les outils, ni les informations qui remontent clairement. Donc c'est un point d'amélioration. Sur le programme EVARS, je connais et je combats ces associations qui pratiquent la désinformation dans la plupart des cas sur le contenu de ce programme. Il est évident que tout ce qui peut contribuer à l'éducation des enfants, et je pense par exemple à la partie du premier degré dans ce programme, premier degré maternel et primaire, où on éduque à la pudeur, au respect de son corps, au respect du corps de l'autre, à la notion de consentement qui est plus compliquée d'ailleurs à cet âge-là. Mais ça, on ne va pas faire un débat sur la notion de consentement, parce que parfois des enfants consentent à des choses auxquelles ils ne devraient pas consentir. Mais enfin, ça s'accompagne, je veux dire. L'idée de pouvoir aussi se confier à une personne, aux parents, mais parfois les drames viennent des familles, donc il faut trouver une personne extérieure. Tout ça, évidemment, nous le soutenons. Et aujourd'hui, le programme est établi, le programme est publié, et donc nous allons le mettre en œuvre. Si ce programme peut favoriser, libérer la parole, éviter des drames, peut éviter que des enfants subissent des maltraitances, et quand on entend les chiffres de la Civis que disent que 10% des enfants dans une classe, donc de 30 élèves, il y en aurait 3 qui seraient victimes d'inceste, d'abus, de violences sexuelles, ça fait froid dans le dos quand même. Enfin, je veux dire, on est là dans quelque chose de dramatique. Donc si, grâce à ces interventions, on peut réduire, réduire et prévenir et libérer les enfants de ces violences subies, eh bien, voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Madame, c'était la deuxième question, c'était, je sais, Monsieur Bagnier, c'est ça? Madame Bagnier. Madame Bagnier, pardon, je cherchais Madame Bagnier, excusez-moi. Licenciement ou déclassement. C'est ça. Je sais que dans le passé, il y a eu des déplacements d'enseignants opérés par l'Éducation nationale. Avec toujours cette difficulté, quand il n'y a pas une condamnation, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a des faits qui sont répréhensibles, mais la justice n'a pas condamné. Et pourtant, on sait qu'il y a eu des faits qui ont été répréhensibles. Que fait-on? Là, c'est une vraie question. Et vous savez que le licenciement d'un enseignant ne dépendait pas de notre ressort. En ce qui concerne votre question, monsieur le député breton, effectivement, notre organisation est très subsidiaire et très est centrée sur le diocèse et l'établissement. Et on est en train, effectivement, de réfléchir collectivement avec tous les acteurs de l'enseignement catholique sur la façon dont, notamment, les informations, les signalements pourraient remonter au niveau national, même si, d'ailleurs, tout ne doit pas remonter, mais au moins, d'une façon systématique, les faits les plus graves. Je vous remercie. Nous passons aux questions suivantes avec monsieur Alexis Corbière. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais essayer de concentrer mon propos. Bon, vous aurez compris que, en direction de la presse, il ne s'agit plus seulement d'un établissement, celui de Bétarame, mais de plusieurs établissements qui posent problème et qui amènent à ce que vous soyez aujourd'hui devant nous. Beaucoup de témoignages semblent montrer qu'il y avait une certaine connaissance dans ces établissements, et nous avons eu ici notamment une personne que je vais qualifier de lanceuse d'alerte qui raconte même qu'il y a eu notamment de la part du chef d'établissement, elle était de Bétarame, une réunion des enseignants, et il a été demandé par ce chef d'établissement qu'en quelque sorte une forme de pression, qu'il ne fallait pas parler aux familles, qu'il ne fallait pas parler à la presse. Quel regard portez-vous sur l'attitude d'un chef d'établissement qui réunit une équipe pédagogique et qui demande, sous une forme de pression, qu'il ne faut pas s'adresser aux parents parce qu'il y a des problèmes, qu'il ne faut pas s'adresser à la presse? Est-ce que vous jugez cela non conforme? Est-ce que vous envoyez des courriers en direction des chefs d'établissement pour leur dire qu'il n'est pas conforme à l'idée que vous vous faites du rôle d'un chef d'établissement de demander aux enseignants de se taire face aux difficultés? Deuxièmement, la commission d'indépendance sur la pédocriminalité et dans l'Église catholique, la SIAZ, que vous avez sans aucun doute suivi, comme nous tous, en 2021, avait estimé que sur les 330 000 victimes mineures d'abus sexuels, 30% des cas, ça avait été commis dans des établissements scolaires. C'est très significatif. Pouvez-vous nous dire quelles mesures ont été prises de votre part en termes de dispositifs, courriers, car avant même ce qui nous réunit aujourd'hui, ça aurait pu entraîner donc un changement culturel, etc., etc. Vous comprenez sur quoi je veux en venir. De plus, l'historien Claude Lelièvre, historien de l'éducation, nous dit dans nombre de travaux que du fait de l'héritage, je veux dire, spirituel des congrégations jésuites, des frères de l'école chrétienne, qui ont longtemps structuré le paysage scolaire, il y aurait, pas aller trop loin dans les propos, mais le châtiment corporel ferait partie de l'apprentissage souvent. Quel regard portez-vous là-dessus ? Considérez-vous que c'est inexact ou considérez-vous que peut-être que des choses peuvent le justifier? De la même façon, tout à l'heure, il y a eu un échange avec Madame Spielwood qui vous a dit qu'il y avait une spécificité de l'enseignement catholique, et vous-même avez-vous dit, notamment, c'était pas précis, mais je peux comprendre, que vous considérez qu'il y avait une méconnaissance de la part des inspecteurs de comment vous fonctionnez. Pouvez-vous aller plus loin sur ce que vous entendez une méconnaissance? Je dois avouer que ça m'intéresse peu le fait que les méconnaissances d'un point administratif, ça je peux comprendre, mais pensez-vous qu'il y aurait une forme de méconnaissance des inspecteurs de l'éducation nationale sur des techniques pédagogiques, vous comprenez sur quoi je veux en venir, qui amènerait à ce que vous avez une forme de culture interne que moi je suis professeur de l'éducation nationale, que nous ne pourrions pas comprendre, parce qu'il y a des pratiques qui seraient, notamment, je vais aller au fond de mon propos, sur le fait qu'éventuellement il pourrait être toléré que parfois il y ait des punitions particulières rudes en direction des élèves. Enfin, la collègue a posé la question, mais j'y reviens. Vous avez dit concernant des possibles mouvements, on l'a vu, de gens qui amènent à ce qu'ils quittent leur établissement, ils sont nommés dans d'autres établissements. La manière dont vous avez répondu tout à l'heure est assez franche, je vous en remercie. Vous avez dit, on sait parfois que cela arrive, mais c'est pas simple, parce que c'est en quelque sorte le statut des enseignants, c'est ça que vous voulez nous dire. Mais lorsque quand même quelqu'un qui était un enseignant ou quelqu'un qui était un personnel de surveillance quitte un établissement parce que, comme je reprends vos propos, on sait que ça arrive,
Est-ce que ce déplacement est accompagné peut-être d'un courrier particulier pour quand même dire qu'il y a là quelque chose qui est préoccupant? Je réitère la question, mais j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Ne pensez-vous pas que c'est aussi votre responsabilité? Merci, M. Corbillard. De veiller à ce que les mêmes faits ne se reproduisent pas dans un autre établissement. Excusez-moi, Madame la Présidente. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Madame Hadizadeh. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Monsieur le Secrétaire Général, je reviens sur la réponse que vous avez faite à ma collègue sur l'éducation à la vie affective et aux relations sexuelles. Ah, pardon. Merci. Bon, les varses. Je dois vous avouer que je suis un peu surpris de votre conception de cette éducation. Ce n'est pas une éducation qui va prévenir des passages à l'acte. C'est une éducation qui va enseigner aux enfants que leur corps leur appartient et que c'est à eux seuls de décider à qui, ce qu'il en advient, déjà d'une chose, mais surtout, il va permettre peut-être de faire prendre conscience à des enfants victimes déjà de violences qu'ils le sont. Et il est fort probable, et je dois vous dire que c'est aussi une question que j'ai posée à la Direction générale de l'enseignement scolaire, qu'à ce moment-là, les enfants se disent « il y a des adultes qui m'en parlent, donc ça devient des adultes de confiance, donc je peux leur parler de ce qui se passe à la maison ou ailleurs et qui ne devrait pas arriver, puisque l'école me dit, l'école en qui j'ai confiance, que ça ne devrait pas arriver ». Ce n'est absolument pas de la prévention. C'est un moment où les enfants peuvent se dire « je vois une issue, quelqu'un à qui je peux parler pour que mon calvaire s'arrête ». La question que j'ai posée à la DGESCO et que je vais vous formuler ici, c'est est-ce que vous avez pris conscience de cela et quels sont les mécanismes, le protocole, plus que mécanismes, que vous envisagez de mettre en place ou d'inciter vos établissements à mettre en place pour faire en sorte que quand cette parole se libérera, elle soit très rapidement entendue et que la suite puisse s'enclencher, c'est-à-dire qu'on puisse mettre les enfants à l'abri très rapidement en faisant des signalements et en s'assurant que cela suive. La manière dont vous en avez parlé m'a paru un tout petit peu, si je peux me permettre l'expression, angélique, c'est-à-dire c'est bien que cette éducation existe, tant mieux les enfants vont être protégés. C'est pas du tout ça que cette éducation-là va faire. La parole va se libérer et on l'espère massivement, puisque vous avez en tête les chiffres à l'heure actuelle absolument effarants des violences faites aux enfants. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus et je me permets aussi de dire que la réponse que nous a fait la DGESCO ne nous a pas tout à fait rassurés. Merci Madame Hadizadeh. Madame Legrain. Merci Madame la Présidente. Je vais aussi poursuivre les interrogations autour de cette question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous avez souligné son importance, même si effectivement on peut avoir des nuances sur l'objectif exact qu'on lui prête. Vous avez aussi évoqué le fait que les enfants pouvaient se retrouver à consentir à des actes auxquels ils n'avaient pas à consentir. Donc en fait, l'éducation à la vie sexuelle, affective et relationnelle est aussi une éducation à dire à un enfant que en fait, il n'y a pas de consentement quand il s'agit d'enfants, on ne peut pas parler de consentement pour un enfant, et qu'il y a un interdit sur les adultes qui pèse sur les adultes et que c'est ça qu'il faut pouvoir expliciter. Ça a été dit par mes collègues, c'est aussi des cadres où la parole se libère, où des témoignages peuvent être recueillis. C'est les cadres où on apprend aux enfants des droits qu'ils auront quand ils seront plus grands, et notamment les petites filles, et qui ne sont pas forcément des droits qui sont beaucoup mis en valeur par leur environnement familial. Je pense par exemple au droit à l'IVG. Et donc, c'est aussi des enseignements qui sont faits par des personnes qui sont formées sur ces sujets-là et formées à recueillir la parole, et donc qui ne sont pas forcément faits par les enseignants eux-mêmes, ou en tout cas avec l'aide d'intervenants extérieurs. Donc, est-ce que dans l'enseignement privé catholique, cette éducation à la vie sexuelle et affective, comme dans le reste du pays, elle peut se faire avec, par exemple, le planning familial, qui a une expertise tout à fait particulière et ancienne sur le sujet de l'accompagnement des jeunes dans la compréhension de leurs droits et la compréhension aussi des questions de sexualité et de violence sexuelle. Ma deuxième question est qu'aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'un certain nombre de groupes assez bruyants, assez audibles, qui sont dans l'opposition à cette éducation à la vie sexuelle, affective et relationnelle. Est-ce que si vous êtes confronté dans des établissements privés catholiques à, par exemple, des groupes de parents qui s'opposeraient, qui décideraient de retirer des enfants de l'école quand il y a ce genre d'enseignement, qui distribueraient des tracts devant l'école en appelant à être vigilants, alors même que, loin d'être vigilants, ils mettent du coup leurs enfants en danger, quelles seraient et quelles sont les réactions prévues par l'enseignement privé catholique pour résister, s'opposer à ces groupes d'influence qui veulent priver les enfants de leur droit à cette éducation?
Merci Madame Legrain. Et Monsieur Roux, pour terminer, juste en incise, puisque vous avez eu beaucoup de questions sur le programme d'éducation à la vie relationnelle et affective et sexuelle. J'ai fait partie du collège parlementaire du Conseil supérieur des programmes. Et donc, pendant 1 an, on a travaillé sur comment faire ce programme. Nous avons reçu les religieux, donc l'évêque de France, mais aussi le recteur de la mosquée de Paris et aussi les protestants. Le discours était assez unanime, expliquant que cette éducation, elle doit être faite en priorité dans les familles et que l'éducation nationale n'aurait pas un rôle à jouer dans ce type d'éducation. Et ce discours, en tout cas, il a été unanime. Donc je suis d'abord plutôt satisfaite d'entendre que le secrétaire général que vous êtes a une autre position et que sûrement l'Église aujourd'hui a une autre position. Mais ce programme, il a été fait entre 2023 et 2024. Une dernière question, Monsieur Roux. Merci, Madame la Présidente. À Issy, dans ma circonscription, plane encore l'ombre du frère Girard et des frères de Saint-Gabriel, dont la congrégation a reconnu en mai 2022, et c'était une première. Plus de 50 ans après les faits, les actes de pédocriminalité commis dans plusieurs écoles de l'Ouest par une vingtaine d'agresseurs sur plus de 50 victimes qui ont subi des sévices, des agressions sexuelles et des viols pendant de longues années. Ces violences ont tué notre enfance, comme l'ont répété les membres de l'association Ampasséo, à qui le pape a demandé pardon au nom de l'Église. L'affaire Bétarame a mis en lumière des dysfonctionnements graves dans le contrôle, ou plutôt l'absence de contrôle des établissements privés, la protection systémique de l'institution plutôt que des victimes. Avec plus de 260 000 élèves scolarisés dans plus de 1000 établissements privés sous contrat en Pays de la Loire, la question des contrôles ne peut être éludée dans ma région. Pourtant, aucun contrôle n'a été effectué par le rectorat, pas plus en 2023 qu'en 2024, pas plus dans le premier que dans le second degré. Certes, il s'agit là d'une responsabilité de l'État, mais le moment n'est pas à se renvoyer la balle. Que ce soit au Collège Richelieu à La Roche-sur-Yon ou au lycée Notre-Dame d'Espérance à Saint-Nazaire, si l'État fait preuve de défaillance, notamment dans l'Académie de Nantes, des contrôles internes auraient dû être effectués, les personnels formés pour accueillir la parole des victimes. Monsieur Delorme, vous évoquiez, je vous cite, « chercher le moyen de renforcer les contrôles exercés par la tutelle des établissements scolaires, soit une congrégation religieuse, soit le diocèse dans lequel est implantée l'école. » Donc ma question est simple, quelle voie d'action concrète comptez-vous finalement trouver? Bien, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Corbière, j'espère ne rien oublier, hein, vous m'excuserez. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus admissible, il n'est pas admissible de dire à une personne qui lance une alerte de se taire. Soyons très clairs, les consignes seront données, elles seront diffusées, elles seront contrôlées. Mais ce temps est révolu. Sur les 30% relevés par le rapport de la SIAZ, qui correspond de mémoire à 108 000 victimes potentielles, Jean-Marc Sauvé, lors de son audition, a rappelé comment se décomposaient ces chiffres, en indiquant, ce qui n'est pas du tout pour relativiser, qu'il y a eu un pic très important entre 1945 et 1970, à environ 40%, donc des abus commis dans l'Église, à la part dans le cadre du scolaire, petit séminaire ou établissement scolaire, et qu'ensuite on a divisé grosso modo par 2 entre 70 et 90, et de 90 à 2020, on descend autour de 5%. La raison est simple, et elle est cruelle. C'est que cette diminution s'explique par la fermeture massive d'internats dans l'enseignement catholique à partir des années 70. Voilà. Non, Monsieur Corbière, les châtiments corporels ne sont pas recommandés. Et si dans certaines littératures, ça a pu exister, pas que chez nous, il faut le reconnaître, malheureusement, aujourd'hui, nous les condamnons avec fermeté. Aucune particularité relevant de notre caractère propre pourrait s'inscrire dans une telle démarche qui est vraiment contraire à notre projet éducatif. Quant aux questions de déplacement de personnel,
les enseignants, la question des enseignants ne relève pas de notre autorité, vous le savez. Celle de personnel de droit privé relève de notre autorité. Et vous savez comme il est délicat d'un point de vue juridique, hein, on ne peut pas écrire, mais en revanche, il m'est arrivé, dans mes responsabilités passées, d'indiquer, sur un cas d'un enseignant, pour le coup, que cet enseignant avait rencontré certaines difficultés et qu'il fallait être vigilant. Madame, voilà, Elisabeth, excusez-moi, je crois qu'il y a les deux questions qui se... Il y a à la fois des enfants qui vont révéler ce qu'ils vivent, mais il y a aussi une question de prévention. Ce programme EVARS est aussi un programme qui doit permettre à des enfants, je suis grand-père, j'ai des petits-enfants en bas âge, je peux vous dire que les parents de mes petits-enfants leur expliquent qu'effectivement, il n'y a que les parents, dans le cadre du bain, qui peuvent toucher les parties intimes et que personne d'autre a le droit d'y toucher. Enfin, je veux dire, il me semble qu'il y a quelque chose de la prévention qui est très importante, y compris dans ce programme. L'un ne peut pas s'opposer à l'autre, me semble-t-il. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi, je vais répondre. Le protocole à mettre en place, j'ai noté en plus. Ce programme, la mise en œuvre de ce programme, on est en train de travailler. Il est très récent, il faut mobiliser les équipes, etc. On va s'appuyer sur notre programme de protection du public fragile qui indique clairement les procédures à suivre lorsqu'un enfant manifeste quelque chose de grave à un adulte. Voilà. Donc on va s'appuyer sur notre programme de protection du public fragile, mais la mise en œuvre de ce programme est en cours de réalisation, vous le comprendrez bien. Madame Legrain, c'est bien ça, je ne me trompe pas de nom, Madame la députée Legrain. Votre question sur qui peut intervenir et comment intervenir. Vous nous pardonnerez, mais effectivement, si nous nous engageons, et nous le ferons, à respecter scrupuleusement le programme, il n'est pas anormal que nous choisissions les intervenants reconnus, puisque c'est prévu comme ça dans les textes, reconnus par l'Éducation nationale, en fonction de notre anthropologie. Donc la question du planning familial se pose réellement. En ce qui concerne la question de monsieur le député, oui. Ah pardon, excusez-moi, oui, pardon. Je crois vraiment que, en tous les cas, ça sera notre politique, c'est d'associer au maximum les familles pour dédramatiser, expliquer, emmener les familles avec nous sur ces questions-là et que les familles puissent échanger aussi avec leurs enfants sur les questions qui vont être abordées. Cette opposition de certaines associations, nous allons la rencontrer chez nous comme dans le public. Nous le savons bien. Il n'est pas question de se laisser envahir par quelque forme d'idéologie que ce soit. Est-ce que j'ai répondu à la question? Monsieur le député Roux, vous évoquez les drames vécus dans votre circonscription, dans votre département, par rapport aux questions des contrôles. Donc l'État va renforcer les contrôles et je m'en réjouis, je le redis. Quant à l'enseignement catholique, il est absolument évident que dans l'accompagnement fait par les tutelles, la question du climat scolaire, de la bientraitance éducative, de la remontée des signalements va forcément être renforcée. J'espère avoir répondu. Bien, je vous remercie. Il nous reste 15 minutes. Donc, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, allez-y. Merci Madame la Présidente. D'abord, peut-être un commentaire à cette étape de notre audition pour constater ce qui m'apparaît être un changement de position dans l'expression du SGEC très important. Entre les écrits de novembre 2024, une série de communiqués de presse, y compris ceux récents avec l'appel sur les VARS par exemple, et ce que vous nous dites aujourd'hui, la vie scolaire est dans le champ du contrôle, les VARS doivent être entièrement dispensés tel que prévu par le Code de l'éducation. C'est, je crois, une avancée importante qui a lieu là
dans le cadre de cette audition et devant notre commission d'enquête, et je pense parler aussi au nom de l'aide Speedboot et de la présidente, c'est un point que nous considérons comme un point d'avancée, signe de l'utilité de notre commission d'enquête. J'ai deux dernières séries, monsieur le secrétaire général, de questions. La première, pour rebondir sur ce que vous avez indiqué, réfléchir à la façon de faire remonter les faits les plus graves au niveau national. Probablement que cette réflexion est engagée parallèlement à la volonté de la ministre de l'Éducation nationale d'élargir l'application fait établissement aux établissements privés sous contrat. Il nous apparaît que cette volonté, en vérité, est relativement ancienne. Elle remonte à 2019, 2020, et des échanges entre le SGEC et le ministère de l'Éducation nationale ont eu lieu pour mettre en place ce système de remontée. Et dans ces échanges apparaît, mais vous allez confirmer ou infirmer, l'existence de deux canaux distincts et cloisonnés de remontée. Un canal qui peut conduire les chefs d'établissement des établissements privés sous contrat à saisir les inspecteurs d'académie puis les recteurs avec une remontée des faits les plus graves au niveau du ministère. Et un autre canal vers les directeurs diocésains et ensuite vers le SGEC. D'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est ce schéma-là qui est discuté, travaillé en ce moment avec ces deux canaux distincts et cloisonnés? Monsieur le rapporteur, effectivement, c'est dans cette voie-là qu'on s'engage. Et quand je dirais distinct, ce n'est pas totalement distinct. Parce que nous souhaitons, le ministère comme le secrétaire général de l'enseignement catholique, qu'il y ait une communication entre le DSDEN et le directeur diocésain. Que ça ne soit pas totalement distinct et parfaitement étanche, mais qu'il y ait une communication, ce qui ne fera que renforcer la vigilance sur la mise en œuvre des actions engagées. Alors, mais pourquoi ces deux canaux? Pourquoi pas un canal unique qui conduirait les chefs d'établissement à tout remonter auprès du DAZEN pour avoir la garantie que les faits les plus graves sont identifiés au plan national par le ministère? Et ce directeur diocésain a-t-il une obligation de transmettre au DAZEN et au SGEC, ou est-il en situation d'arbitrer sur les signalements qu'il choisit de faire remonter ou de ne pas faire remonter? Ça sera, alors, pour la première réponse, c'est que on ne peut pas reprocher d'un côté à l'enseignement catholique de ne pas exercer de vigilance et de contrôle et l'empêcher d'exercer son plan de vigilance et de contrôle. Donc ça serait un peu paradoxal que les directeurs de Cézanne ne soient pas informés des faits établissements, notamment aussi et par rapport au personnel de droit privé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les informations remonteront de toute façon, de façon automatique. Et là je pense qu'il y a une amélioration à faire sur ne serait-ce que sur la plateforme fait établissement, mais pourquoi il y aurait une rétention de l'information du directeur diocésain, information qui serait de toute façon détenue aussi par le DSDEN. Donc ça garantit le fait qu'il y ait deux détenteurs d'informations, va au contraire garantir que ces affaires sont bien traitées, parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui ne remontent pas forcément par l'intermédiaire de cette application, mais des faits qui remontent au DSDEN, sur lesquels on peut s'interroger sur le suivi. Donc, qu'il y ait deux personnes, et moi j'aurais une proposition à faire même par rapport à fait établissement pour l'améliorer, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'il y ait un système de rappel automatique lorsqu'un fait a été signalé au directeur de Cézanne et au DSDEN, au bout d'un temps qu'il faudrait définir, qu'il y ait un rappel automatique au chef d'établissement en disant « on en est où ?» Ou si c'est le ministère qui fait un rappel automatique au rectorat ou « on en est où ?» Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, et c'est sans doute la faiblesse de cette plateforme telle qu'elle existe, c'est-à-dire que dans cette plateforme, aujourd'hui, on n'indique pas sur une case automatique, on peut le mettre en commentaire, si le procureur a été saisi ou si la CRIP a été saisie. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a indiqué que le procureur a été saisi ou la CRIP a été saisie, là, on doit avoir un retour en disant « mais il en est où ce dossier ?» Quitte à réinterroger la CRIP. Parce qu'aujourd'hui, on a une plateforme qui est un peu à cheval entre un outil statistique, pas très clair en plus et pas très précis, et un outil de signalement. Et là-dessus, il faut retravailler pour que ça soit un vrai outil de signalement et de suivi des affaires. Très bien, et pour bien comprendre, les signalements qui porteraient sur des personnels de droit privé remonteraient dans le canal SGEC par les directeurs diocésains et en même temps, parallèlement, par le canal éducation nationale via les DAZEN.
absolument, parce que s'il s'agit de faits d'atteinte sexuelle, par exemple, il est indispensable que l'autorité académique soit informée de cette situation, parce que ça touche l'ensemble de la vie scolaire, enfin de la vie de l'établissement. Très bien, c'est très clair. Dernière série de questions sur cette fiche 8 dont vous appeliez à la suppression, qui peut porter sur la rupture du contrat d'association. Tout à l'heure, dans l'échange, je vous demandais si l'établissement Betaram aurait pu, selon vous, voir son contrat rompu. Vous m'avez répondu oui à l'époque, considérant peut-être que les faits de violence étaient ceux des années 90 et limités aux années 90. Or, nous vous l'avons dit, mais nous sommes informés, Félix Spielbout et moi-même, de faits de violence sexuelle entre enfants, de 2 faits de violence sexuelle distincts en 2024. Et la SIAZ nous a indiqué lors de son audition avoir fait un signalement sur une affaire portant sur l'établissement Betaram en 2019. Donc je vous repose la question, est-ce que la question de la rupture du contrat d'association, elle est importante parce qu'elle peut conduire à la fermeture d'un établissement, et notamment à la fermeture d'un établissement dans lequel il y a des violences systémiques, des violences sexuelles systémiques pendant des décennies qui vont frapper des décennies, des générations d'élèves. Donc ça peut être une des garanties de la mise en sécurité d'enfants et d'adolescents. Pensez-vous que la rupture du contrat d'association de l'établissement Betaram puisse être envisagée aujourd'hui? Il est difficile de répondre à une question lorsqu'il y a une enquête en cours. Rapprocher les faits que vous signalez et qui avaient été signalés au procureur comme suite des drames qui ont pu avoir lieu des années plus tôt me semble un peu excessif. On ne peut pas aujourd'hui s'appuyer sur des faits anciens pour analyser une situation actuelle. Donc je ne peux pas répondre précisément à votre question. Très bien. J'entends, dites qu'il y a une enquête en cours. Il y en a une en cours, en tout cas une procédure judiciaire en cours qui porte sur l'établissement Averroès, alors qu'il ne dépend pas du tout de votre réseau, puisqu'il dépend du réseau musulman, après que la rupture du contrat d'association ait été prononcée pour cet établissement. Toujours pour chercher à comprendre, du point de vue du SGEC, qu'est-ce qui peut fonder la rupture d'un contrat d'association. Nous sommes en possession d'une note datée du 13 novembre 2023. C'est une note de Mme Cécile Lalou, qui est à l'époque conseillère pédagogique auprès du ministre de l'Éducation nationale. Mme Lalou est aujourd'hui au cabinet de M. Bayrou. Et dans cette note, Mme Lalou indique que vous, M. Delorme, avez sollicité, à l'occasion d'une rencontre qui est prévue le 15 novembre 2023 avec la directrice de cabinet du ministre, un point sur la situation du lycée Averroès, puisque vous considérez que les conséquences de la rupture du contrat d'association, conséquences que vous jugez, d'après les éléments de presse et en pleine procédure judiciaire, mal motivées, pourraient avoir entraîné une série de conséquences. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre regard à l'époque, sur les débats, sur les éléments qui vont conduire à la rupture du contrat d'association du lycée Averroès? Pourquoi voulez-vous alerter le cabinet du ministre en novembre 2023 sur ce point? Je n'ai pas eu entre mes mains le dossier qui a conduit à la décision de fermeture du lycée, enfin pas de la fermeture, pardon, de rupture de contrat, enfin de retirer le contrat d'association du lycée Averroès. Sur un certain nombre de questions, j'ai eu connaissance par la presse essentiellement et par ce que j'ai pu lire, d'éléments, notamment concernant peut-être des ouvrages, etc., qui avaient été retirés depuis et que j'étais du coup étonné que ces questions entrent dans l'appréciation d'une rupture de contrat, surtout si l'établissement avait réagi. Voilà. Après, il y a des questions financières qui m'échappent totalement. Après, il y a des questions financières qui m'échappent totalement, mais qui ont été aussi évoquées. Donc, la question est de savoir si, jusqu'où la question des ouvrages, notamment, dans les CDI, entre en compte dans l'appréciation du respect des valeurs de la République. Jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Je ne connais pas l'ouvrage incriminé en question, j'ai juste lu qu'il avait été retiré. J'en sais pas beaucoup plus, mais du coup, ça pouvait nous questionner.
C'est clair, mais vous aviez donc un avis sur une perspective de rupture de contrat d'association alors qu'une enquête était en cours. Et à propos de l'établissement Betaram, vous nous dites ne pas pouvoir nous donner le vôtre en raison, là encore, de l'existence d'une enquête. Ce n'est pas tout à fait du même ordre. Je n'ai pas dit que j'avais un avis, j'avais des questions autour de ça. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je n'ai pas donné un avis pour savoir s'il était juste ou pas adapté de retirer le contrat à Averroès. Ça a posé des questions. Ça a suscité des questions. Ce n'est pas la même chose qu'un avis. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Secrétaire Général. Tout au long de cette audition, on voit beaucoup de choses et d'engagements positifs. Je pense que cette audition est très écoutée. Vous avez au début parlé dans votre organisation d'une pyramide ascendante, de remontée des chefs d'établissement. Et quelque part, dans l'ensemble de nos avancées de questionnement, vous avez montré qu'elle pourrait devenir descendante sur le sujet des violences faites aux enfants. Je pense par exemple aux engagements que vous avez pris sur la libération de la parole et les conditions dont cette parole doit être entendue, sur le respect du déploiement du programme EVARS au sein des programmes scolaires dans les établissements catholiques. Je pense aussi aux lettres de mission des chefs d'établissement, au pilotage de la gouvernance saine, appel au GEC, et puis plus globalement à la formalisation du respect du plan de protection des publics fragiles et du plan boussole assez récent. Tout cela va dans le bon sens et nous voyons à quel point notre commission d'enquête est utile pour finalement peut-être lever des incertitudes, des malentendus, comme vous avez pu le dire, et puis faire évoluer des choses. On a ce sujet de la loi Debré et de tout ce qui est autour de la loi Debré, et on voit que notre priorité commune sera à la protection des enfants. Pour terminer nos questionnements, je vais rebondir sur le sujet du contrat d'association et des contrôles. Très précisément, est-ce que sur un établissement catholique sous contrat, vous avez déjà eu un échange avec le ministère de l'Éducation nationale sur l'éventuelle rupture de contrat d'établissement ou pas, c'est-à-dire venant de vous ou venant du ministère? Est-ce que c'est déjà arrivé depuis que vous êtes en fonction? Et ma deuxième question, c'est, selon vous, pour prévenir des violences, dans un monde idéal, à quelle fréquence devrait avoir lieu un contrôle dans un des établissements sur votre responsabilité? À la première question, non, madame la rapporteure. Je n'ai jamais eu de conversation sur le retrait possible d'un contrat. Là, jamais. Depuis que je suis en fonction, je ne connais pas le passé. Sur la fréquence, je crois qu'il y a un point qu'il faudrait quand même travailler particulièrement, c'est sur la prévention. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des contrôles pour constater que. Mais il faudrait que ces contrôles aient un volet d'analyse de la prévention qui soit important. Parce qu'aujourd'hui, on cherche plutôt, et c'est une très bonne chose, hein, à libérer la parole. Donc à dire, il faut que le syndrome de cette fameuse inspection de Betaram de 96, où rien n'a été vu, rien n'a été entendu. Donc il faut libérer la parole. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que les contrôles prennent bien en compte la question de la prévention? Comment est appréhendée cette question dans le cadre d'un contrôle? Alors, quel rythme les contrôles? Il y a le besoin, et puis après, il y a le côté, la réalité. On voit bien à quel rythme sont faites les évaluations pour l'école et le nombre d'années qu'il faut pour contrôler. Si on dit qu'il faut que ce soit tous les 3 ans, est-ce qu'on va tenir ce rythme? Est-ce que tous les 5 ans, c'est suffisant? Est-ce que dans le cadre d'un changement de chef d'établissement, on peut se dire au bout de 2 ans, il faut qu'il y ait un contrôle? Mais il faut que ces règles-là soient pensées collectivement. En tous les cas, je pense qu'il faut qu'on soit aussi très vigilant à cette question de prévention. Voilà. Bien, je vous remercie. Nous en avons terminé pour cette audition de ce matin. Je vais vous libérer, messieurs, et nous devons finir 30 secondes avec la nomination de rapporteur. Donc, si ça vous va. Mais vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Avant que nous reprenions l'examen de la proposition de loi cet après-midi, nous devons désigner les rapporteurs en vue de la semaine de l'Assemblée de début mai sur 2 textes.
la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap. J'ai reçu une candidature, celle de Madame Julie Delpech. Et la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. J'ai reçu 2 candidatures, celle de Madame Le Grip et celle de Monsieur Henriet. Donc, les rapporteurs seront ainsi désignés. 2 co-rapporteurs pour cette proposition de loi 1009 et Madame Delpech pour la 439. Je vous remercie. Je vous dis à cet après-midi à 15h dans la salle de la Commission des finances, puisque nous déménageons.